Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 28 octobre 2024. Nous sommes au lendemain de la plus belle soirée de l'année, comme tous les ans. Le stade Vélodrome nous a accueillis. Le stade Vélodrome nous a offert les 3 points. Pardon. L'Olympique de Marseille nous a offert les 3 points. Léo Balerdi nous a même offert un revival de Zoumana Camara et Michael Landreau il y a presque 20 ans. Nous allons donc revenir longuement sur ce OM Paris Saint-Germain de dimanche soir. Ce sera le thème principal du soir. Peut-être qu'on fera un petit truc sur le Ballon d'Or en fin d'émission parce que bon, nous non plus on n'a pas été invités, on va bouder. Donc on va parler de tout ça. On est quatre comme toutes les semaines. Même plus, des fois c'est plus que toutes les semaines, mais bref, on est quatre. Mathieu est là normalement. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, normalement Blaise est là, oui. Blaise est là, oui. C'est bon, il est arrivé. Non, bonsoir Philo, bonsoir à tous. Et l'ami Daryl est là. Il faut savoir que Daryl est le seul qui est à l'heure en général, donc lui, je suis sûr qu'il est là. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà. Bonsoir le live, on me dit comment allez-vous? Bah écoutez, très bien, très bien. Excellent lundi. Le but de Pitre. Ah, bah, attendez, non mais le deuxième but de l'OM, c'est un vrai but de Pitre. L'action pas terrible, la sortie de l'ami Geronimo Rulli, qui je pense qu'il a vu les Indiens ou quoi. Léo Balerdi qui tend la jambe, formidable, un duo de clowns comme cela nous manquait depuis un certain temps. Et donc, bah, c'était le deuxième des 3 buts concédés par l'OM, puisque on va quand même vous redonner les buteurs pour ceux qui n'étaient pas là hier. Ouverture du score de Joao Neves, son premier but avec le Paris Saint-Germain à la 7e minute. Donc ensuite, le grand numéro de cirque entre Balerdi et Rulli à la 29e. Et enfin, le troisième et dernier but de Barcola à la 40e sur une passe décisive de Dembélé. Celle-là, il n'y a pas de raison qu'elle soit refusée par la Ligue. C'était donc la 9e journée. Ça s'est fini par une grosse rouste. Je ne l'ai pas cité, mais il faut quand même noter l'expulsion d'Amin Harit à la 20e, qui est quand même un des grands moments du match. On peut ne pas être d'accord ou être d'accord ou écouter ce qu'a expliqué l'arbitre longuement en utilisant des mots parfois un peu trop savants pour Patrick Vieira, mais en tout cas, il a été expulsé, Amin Harit. On me dit sur live, expulsion bien méritée. Bon, écoutez, au début, je n'étais pas d'accord, enfin, j'ai trouvé ça un peu rude, et puis avec les images, je pense que Monsieur Le Texier a été tout à fait juste. Mais bref, toujours est-il que c'était une rencontre qu'il fallait gagner pour le Paris Saint-Germain. Il y avait un très bon coup à faire. Il a été fait. 3 buts d'écart qui ne reflètent qu'à moitié, on va dire, l'immense écart entre les deux équipes. Dès la première minute, on a vu qu'il y avait ce qu'on appelle un gouffre entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Alors si vous voulez rigoler, vous reprenez les articles d'avant la rencontre et vous relisez ce qui a pu être dit. L'OM a réduit l'écart. Le milieu de l'OM va peut-être marcher sur celui du PSG. Et autres joyeusetés de ce genre. On n'oubliera pas non plus, Rulli est bien meilleur que Donnarumma. Ah bah on a vu ça. Donc, on s'est régalé. La dynamique est du côté de l'OM. Celle-là est belle. Ils venaient d'aller battre Montpellier, où l'équipe de France de C6 Foot leur mettrait 5-0, mais la dynamique était pour eux. Bref, ça s'est passé comme d'habitude, ou pas loin, et bah la victoire est logique. La deuxième mi-temps, il est vrai, a été jouée tranquillement par les Parisiens. Faut pas oublier qu'ils avaient joué quand même un match Ligue des Champions quelques jours plus tôt. C'était pas facile, enfin pas forcément facile d'enchaîner. Il y a quand même beaucoup de rencontres en ce moment, avec les sélections, tout ça. Je comprends que certains se soient un peu pas reposés, mais économisés, on va dire. Et donc, bah, c'était une très belle soirée. On me dit dommage cette deuxième mi-temps quand même. Je comprends totalement, mais je me mets aussi à la place des joueurs. Il y a quand même, ce qui est dommage, c'est plus probablement la partie devant les buts, parce que dans le contenu, il y a quand même des occasions et tout ça. Donc, c'était un beau dimanche soir au stade Vélodrome, qui bat son record de vidage dès la 45e minute. D'habitude, c'était la 60e. Là, à la 45e, ils en avaient vu assez. Daryl, Mathieu, Blaise, bah tiens Daryl, je te laisse refaire un peu le fil du match, puisque c'est un peu ton rôle, un peu ton fil conducteur. Vas-y. Ouais, bah déjà, avant de refaire le fil du match, c'est vrai que comme tu l'as rappelé, je pense qu'il faut rappeler un peu le contexte de l'avant-match, parce que c'était un match évidemment très important, parce que c'est le classique, pas besoin de présenter cette rencontre auprès de supporters parisiens.
Et on sortait d'une rencontre un peu décevante contre le PSV, en tout cas au niveau du résultat. Et donc il y avait un contexte, une obligation de victoire encore plus accrue que d'habitude, parce que un mauvais résultat aurait clairement jeté un froid sur ce début de saison qui est pour l'instant plutôt satisfaisant. Et étant donné la position des deux équipes au classement et ce qu'on nous vendait au niveau des médias du niveau de l'OM, voilà, on pouvait peut-être s'attendre à un choc du championnat, une rencontre disputée. Et au final, ça a été un des matchs les plus simples de la saison. Quasiment aussi facile que les rencontres contre Montpellier. Globalement, dès le coup d'envoi, on a compris qu'il y avait, comme tu l'as dit, un gouffre entre les deux équipes, avec un PSG qui a pris ce match vraiment par le bon bout, en montrant faisant preuve d'une grande agressivité, en mettant beaucoup d'intensité. On gagnait vraiment les duels âpres dès le coup d'envoi du match. Et l'OM avait un plan apparemment supposé faire d'eux des protagonistes de cette rencontre. Et ce plan a été visiblement mis à mal dès le début. Attends. J'étais aussi... Pour ceux qui n'ont pas suivi, le plan que Balerdi a pas voulu trop en dire. Tu pouvais tout dire, mon grand. Vu ce que t'as fait après, t'aurais pu exposer le plan, ça aurait rien changé. Hein. Mais il avait dit, on veut pas les laisser venir à l'intérieur. Pour, en gros, traduction, on va leur laisser un peu plus les côtés s'il faut. D'où le fait que ce soit Brassier notamment qui joue côté gauche. J'allais te dire, ça passait sur les côtés, ça passait au milieu, ça passait partout. Oui, ça passait dans l'axe. D'ailleurs, en parlant de l'axe, il y avait cette petite surprise que nous a concocté Luis Enrique au niveau de la composition. Alors le 11 était peut-être le 11 auquel on pouvait s'attendre, mis à part à l'exception peut-être de Lee, où on pouvait peut-être espérer Asensio compte tenu de la prestation de Lee en milieu de semaine face au PSV Eindhoven. Mais en fait, comme à son habitude, Luis Enrique n'a pas fait les choses telles qu'on pouvait s'y attendre, et donc il a positionné Dembélé dans l'axe, en position de faux 9, 10, dans un espèce de losange. Et ça, c'est clairement quelque chose auquel les Marseillais ne s'attendaient pas, je pense, et qui les a beaucoup gênés dans la rencontre. Parce que Dembélé, on reviendra plus tard, bien évidemment, sur les performances individuelles, mais il a eu un très grand rôle dans cette rencontre et dans l'animation offensive de l'équipe. Et donc les soucis qu'on peut évoquer souvent dans le podcast, notamment par exemple l'animation côté gauche. Sur cette rencontre, globalement, on les a beaucoup moins vus. J'en veux pour preuve le premier but qui vient justement d'une bonne combinaison, d'une bonne connexion entre Barcola et Nuno Mendes, qui arrive très tôt dans le match, à la 7e minute. Donc on a la bonne idée de convertir notre première vraie occasion. Et là, évidemment, que dans cette position-là, compte tenu de la domination qu'on exerçait déjà, ça devient très compliqué pour l'OM. Puis survient peu de temps après, autour de la 20e, ce carton rouge. Alors, chacun en pensera ce qu'il veut, mais à titre personnel, je pense que c'est plutôt mérité, même si effectivement à chaud, j'étais un peu comme toi. Je trouvais ça un peu sévère. Mais voilà, après en revoyant les images et en entendant les explications de Monsieur Le Texier, je pense que c'est une décision plutôt logique. N'en déplaise aux pleureurs. Et donc, assez paradoxalement, l'OM a eu ses meilleures minutes de la rencontre juste après ce carton rouge, qui nous a clairement, on s'est un peu relâché, étant donné le contexte grandement facilité. Ça n'a pas duré bien longtemps. Il y a ce but de Guignol, de Balerdi, qui plie la rencontre. Peu de temps après survient le but de Barcola, et globalement la deuxième mi-temps est plutôt anecdotique entre une équipe
qui avait décidé de se replier pour ne pas se manger une valise, et l'autre qui avait l'opportunité de mettre un score historique. Et c'est d'ailleurs, ça fait plusieurs classiques d'ailleurs d'affilée où il y a la possibilité de vraiment administrer une très grande correction à l'OM, où on se restreint un petit peu sur la fin, peut-être un peu par pitié, je ne sais pas. Et bon, voilà, il y a eu des occasions évidemment malgré tout, mais les soucis de finition sont soudain réapparus. Et bon, on n'a pas su mettre de but supplémentaire, mais au final, c'est une rencontre parfaitement maîtrisée de A à Z. Pas de Clairement, blessés. Marseille, voilà, pas de blessés, c'est vrai. Malgré la petite frayeur sur la sortie de Nuno Mendes, bon, qui en fait apparemment Maud n'a pas ventre. de soucis majeurs, Oui, il voilà. était un peu malade. Et bon, voilà, on a un peu démontré, je pense, qui était qui, et fait voir à tout le monde que bon, il y avait encore à l'heure actuelle, malgré le départ de certains éléments chez nous, enfin, d'un certain élément, un gouffre qui demeure entre le PSG et l'OM. Et bon, ça fait bien plaisir de poursuivre cette très belle série de victoires, enfin en tout cas de matchs sans défaite et sans encaisser de but au Vélodrome, qui est à ce jour le stade le plus accueillant de France pour nous. Oui. Donc Oui, oui, voilà, c'est ça. une belle balade méridionale, comme chaque année, et on espère poursuivre ça aussi longtemps que possible. Encore quelques années. Oui, c'est vrai que le fait. Non, mais c'est fou, c'est que pour vous donner. Donc Marseille n'a pas marqué en Ligue 1 contre le PSG au Vélodrome depuis Florian Thauvin en 2017. Donc c'était le 22 octobre 2017. Hein, je m'en rappelle un peu. Et le type, il est quand même. Entre-temps, il a été champion du monde. Il s'est perdu. Il est allé au Mexique. Il est revenu. Il est à l'Udinese. Et ben, ils ont toujours pas remarqué depuis. Et il y a un truc qui est encore plus extraordinaire. Accrochez-vous bien. Marc, la dernière victoire de l'OM contre le PSG au Vélodrome en Ligue 1, parce qu'on avait perdu en Coupe de France, puisqu'on avait été infiltré par Galtier. Et la dernière victoire donc remonte à la saison 2011-2012. C'est-à-dire que entre temps, donc Thiago Silva est arrivé, mais il y a Marquinhos aussi qui est arrivé. Et c'est Marquinhos est arrivé, il a eu le temps de battre le record de nombre de matchs du PSG. Il a toujours pas perdu au Vélodrome en Ligue 1. Donc ça fait quand même un certain temps, parce qu'il doit en être à 460 matchs maintenant désormais. Et il n'a toujours pas perdu en championnat là-bas. Et franchement, c'est irréel comme stat. Je... Warren avait 5 ans, comme il l'a dit. Le site de Culture PSG n'existait pas du tout. C'était même pas encore un point. Vous Enfin, pouvez aussi sur le jeu, où est-ce que vous étiez en 2011, quel âge vous aviez, etc. C'est vrai que ça te plonge dans des temps très très lointains. Voilà. Mais pourvu que ça dure. Mathieu, ton avis sur le match en général, maintenant que. Comment il s'appelle Daryl, pardon, j'arrivais pas à retrouver ton nom, a refait un peu le fil du match. Bah oui, déjà, le week-end est parfait. Hein, si tu reprends une victoire au Vélodrome, défaite de Monaco, Mbappé 8 fois hors-jeu face au Barça. Enfin, c'était vraiment le week-end absolument parfait à tous les Après, niveaux. Mathieu, peut-être que Roberto De Zerbi avait fait travailler le hors-jeu à l'équipe de l'OM en anticipant je ne sais pas quoi, mais j'ai pas compris ce qu'ils avaient fait en tout cas. Mais peut-être, on sait pas. Bah, non, c'est vrai que c'était très difficile de savoir ce qu'a voulu faire vraiment De Zerbi. Parce qu'on a beaucoup dit voilà, que le carton rouge avait tué le match, etc. C'était un peu l'unique argument qui revenait dans la bouche des commentateurs et notamment du diffuseur sur le match d'hier. C'est pas vrai, hein. Le match il est tué par le plan de jeu de Zerbi, par le mercato de Longoria, parce que vous voulez, mais il est tué par l'écart dès la première minute qu'il y a entre les deux équipes. J'avais noté ça sur le direct, mais j'ai pas pu m'empêcher de revoir cette partie du match pour en avoir vraiment le cœur net. La première passe de Marseille dans le camp du PSG, je parle de la première passe, hein, pas la première action, le premier tir ou quoi. La première passe de Marseille dans le camp du PSG, elle arrive après 11 minutes et 45 secondes de jeu. Donc C'est-à-dire que c'est-à-dire, pendant 11 minutes et 45 de jeu, le jeu se passe à 100% dans le camp de l'OM. donc c'est-à-dire t'es à 1/7 du match à peu près quoi. T'as eu le temps, ils ont eu le temps de faire aussi un coup d'envoi après le but encaissé. Enfin,
Ils ont eu des opportunités pour aller dans le camp, mais non, malgré ça, ils ont pas réussi. C'est d'autant plus choquant et frappant que De Zerbi est quand même réputé pour être un entraîneur qui travaille bien les sorties de balles, qui les automatisme fortement et qui est à l'aise dans la capacité à transmettre à son équipe le fait de bien ressortir le ballon. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça a été la catastrophe et le PSG a été tout simplement excellent à la fois dans le pressing et dans le contre-pressing. Il y a eu des ballons agressifs dans les duels, mais très bien placés, très bien positionnés. Il y a des situations, des situations de jeu où tu vas gagner le ballon, tu le repères ensuite parce que tu gères pas très bien la phase offensive qui suit. Et dans la foulée, tu le regagnes immédiatement. C'est-à-dire que tu fais deux récupérations de balles en l'espace de 15 secondes. C'est une situation notamment entre Zaïre Emery qui coupe une action, puis après c'est Vitinha qui va gratter le ballon littéralement 3 secondes après qu'il était reperdu par le PSG. Tu as eu ce genre de situations qui sont répétées pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, à tel point que voilà, le carton rouge, s'il change quelque chose dans le match, c'est qu'il donne la certitude au PSG qui va le gagner et la certitude à l'OM qui va le perdre. Et donc en termes de tension et Mathieu. d'implication, peut-être que voilà, ça se rabaisse un peu des deux côtés. Mais tu vois, il y a un truc qui n'a pas du tout été souligné sur le carton rouge. Il arrive sur un duel Harit-Marquinhos. Harit est le 3e milieu axial de l'OM. Au bout de 3 minutes de jeu, même pas, je crois, t'as Rabiot qui fracasse Neves, qui doit prendre jaune, qui le prend pas jaune. 7e ou 17e minute, je sais plus. Tu as Højbjerg qui fracasse, je sais plus qui, mais pareil. En même pas 20 minutes de jeu, Neves encore. Les 3 milieux axiaux de l'OM se sont retrouvés à faire des grosses fautes sur les milieux ou les joueurs axiaux du PSG. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce secteur central, si en 20 minutes seulement, il y a 3 actions comme ça où il y a au moins jaune, c'est que tu es complètement dépassé en fait. Et ça illustre très bien ce que tu dis. Celui de Harit, parce qu'ils sont dépassés à la relance. Celui de Rabiot et celui de Højbjerg, c'est parce qu'ils sont dans une zone du terrain où ils courent dans le vide et ils sont en retard en permanence. Donc, ah ouais, il y a rouge, et bon, chacun fera ce qu'il veut, mais il y a surtout une équipe qui balade littéralement l'autre en face, quoi. Voilà, c'est juste ça. Et d'ailleurs, tu fais bien de citer l'action où Rabiot met une cartouche à Neves, parce que c'est exactement la même action, le même type d'action qui va donner le carton rouge d'Harit, parce que c'est un dégagement de Rouli dans l'axe sur lequel Marquinhos anticipe l'adversaire. Et ensuite, le ballon va sur Neves qui se fait faucher par Rabiot, mais c'est un peu le même type d'action, le même type de relance qui sera fatal ensuite à Harit. Mais à tous les niveaux, le PSG a été très largement supérieur. La seule fois dans les 15-20 minutes où Marseille va chercher haut, le PSG s'en sort parfaitement sur la sortie de balle avec le petit ballon en cloche de Vitinha, le sombrero de Zaïre Emery, puis le renversement du gauche, et qui amène le but de Neves. Il y a eu pas mal de situations où on a très bien exploité la largeur sur des renversements de jeu, où on arrivait ensuite à trouver Barcola en bout de chaîne. Malheureusement, c'est simple. En fait, c'est le seul point qui t'empêche de mener encore plus largement, encore plus tôt dans le match, c'est que Barcola gagne pas ses duels face à Murillo. Mais Barcola un peu mieux inspiré dans l'un contre un, vu les ballons qu'il a reçus, qu'il a touchés à l'entrée, un peu dans l'angle de la surface, 2, 3, 4 fois sur les 15-20 premières minutes, ça aurait pu faire une ou deux grosses situations de danger de plus. Et donc, effectivement, la supériorité a été assez évidente de la part du PSG sur l'OM qui n'a pas opposé de résistance. Après, voilà, ce qu'on pourra regretter, au-delà du score, qui n'a pas été étendu sur le reste du match, c'est que encore, tu as la sensation que ta ligne offensive parfois pêche à la fois dans la finition ou dans la capacité à bien jouer certains coups offensifs. Commence à me tendre légèrement, pour rien me cacher, et me rend un peu anxieux sur Mais ce que c'est peut pas faire cette possible. équipe. Non, mais voilà, tu te dis, en Ligue des Champions, ça nous a déjà coûté cher, mais il y a encore tellement mieux à faire sur certaines situations, et vu la supériorité qu'est capable de générer cette équipe, globalement, le PSG joue presque toujours bien et mieux que son adversaire, et même des phases de jeu, voire des matchs entiers où on joue nettement mieux et très très bien. Mais offensivement, ça paraît tellement
irrégulier dans la capacité à finaliser les actions ou à vraiment enclencher à l'entrée de la surface dans les 20 derniers mètres, que ça peut vraiment jouer des tours face à des adversaires qui sont bien barricadés et qui seront dans un jour de réussite, tout simplement. Ouais. Comme avec le PSV. Donc, Oui. voilà, c'est peut-être le seul point noir, mais au-delà de ça, vraiment, soirée parfaite, évidemment. Très bien, Mathieu. Avant qu'on attaque un peu le détail, parce que je vois sur live, on commence à me parler de la façon dont on a joué, la structuration du milieu de terrain, de nos attaques, tout ça. Blaise, on t'a pas du tout entendu, excuse-nous. J'ai beaucoup parlé, Daryl aussi, Mathieu aussi. Un avis, enfin ton ressenti général sur le match, et on va conclure le pouls avec ça. Qu'est-ce que Ouais, non, tu mais en as pensé? Vas-y. c'était un match qui s'est, pour moi en tout cas, très vite achevé. Et je pense même avant l'expulsion où la supériorité du PSG s'était vue. Il y a quand même toujours cette incertitude où, là où je comprends Mathieu totalement, c'est vu notre incapacité à être assez létal quand il faut l'être, et surtout vu les occasions que parfois on arrive à se créer, et de plus en plus souvent, bah, je trouvais que ça aurait pu toujours être un problème à un moment, mais je pense qu'en termes de supériorité, on avait très rapidement montré qu'il y avait qu'une équipe. Donc pour moi, ça a été un match qui s'est, dont la principale analyse pour le jeu avec, on va dire, avec une opposition, s'est arrêté très vite. Et après, oui, on a vu des choses un petit peu intéressantes, mais ça reste pour moi, on va dire, face à une opposition qui a été, enfin, de mon point de vue, incompréhensible pour gêner cette équipe du PSG. Donc il y a un peu à boire et à manger, du plaisir évidemment, hein, parce que c'est toujours plaisant de voir un entraînement public. Mais sinon, après, il y a pas beaucoup de satisfaction non plus à avoir eu cette opposition-là, et peut-être parfois, par moment, ce manque de réalisme. Très bien. On va revenir sur certains des choix de Luis Enrique, parce qu'il y a quand même des choix qui ont été faits qui étaient inattendus. Il y avait donc ce retour d'Ousmane Dembélé en numéro 10. Il y avait, dit sur le live, le positionnement de Dembélé les a beaucoup gênés. Dembélé tout court les a beaucoup gênés, je pense. Joueur totalement insaisissable. Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé effectivement du possible retour de Dembélé en 10, coup tactique au bel. J'avoue que je pensais plutôt voir Colomani relancé à droite, ou Doué à droite plutôt, pardon. Plus Doué que Colomani à la place de Lee. Mais je suis pas du tout surpris en fait qu'il ait fait jouer Ousmane dans l'axe parce que c'est avec tous ses défauts, toutes ses qualités aussi, Ousmane, c'est le joueur que tu peux le moins anticiper. Lui-même au début d'une action, il sait pas ce qui va se passer. Et l'OM a la particularité d'avoir une défense centrale avec Balerdi qui est un défenseur un peu alternatif, dirons-nous, et Kondogbia qui est un défenseur central converti, dans le sens où pendant 80% de sa carrière, ça a été un milieu de terrain. Et Balerdi l'avait dit avant le match, moi ça m'avait super choqué ses déclarations quand il avait dit nous on aurait préféré qu'il joue avec un 9. Dans le sens, au moins on sait se répartir les tâches entre Kondogbia et moi. Et là, tu mets dans la position la plus centrale le joueur le moins anticipable, sachant que Heuberg est pas non plus un monstre de vivacité, Rabiot non plus, Kondogbia du mal, je sors pas, et Balerdi, il lance la pièce en l'air une fois sur deux, ou presque. C'est assez logique. Lucien Riquet, il voit ça, enfin, on voit que l'OM n'est pas une équipe de niveau Ligue des Champions ou autre, parce qu'il y a trop d'incertitudes défensives. Ils sont aussi bien classés parce que leur gardien a fait des miracles, parce que les adversaires en face ont été très maladroits, mais ils vont forcément redescendre. Et quand tu concèdes autant d'occasions à chaque match, te retrouver face à un joueur comme Ousmane Dembélé qui, malgré ses énormes défauts devant les buts, te crée des situations à l'appel parce qu'on ne pourra jamais lui enlever, qui crée un nombre de situations totalement invraisemblables, bah forcément ça se paye. Après, je pense qu'on va revenir dessus, mais pour moi le choix axial de Dembélé, en fait, ça découlait d'une certaine logique. Voir Lee à droite me paraît être aller dans le sens où on va assurer la possession plutôt que Doué qui est un joueur plus puncher.
Et puis bah il y avait finalement aussi comment il s'appelle, Blaise, pardon. Excusez-moi, j'ai du mal avec les prénoms. Non, t'inquiète. Non, je disais que en plus de ce que tu justifies par le profil technique, par ce qu'il apporte pour l'équipe Ousmane Dembélé, il y a cette capacité, en tout cas sur ce match-là, à rendre beaucoup plus équilibré l'attaque des côtés. Parce que si Marseille nous a laissé l'opportunité d'attaquer prioritairement, on va dire, sur les côtés, même si, comme tu l'as dit, ça n'a pas forcément été efficace. Il y a avec ce Ousmane Dembélé et sa plus grande mobilité peut-être par rapport aux autres joueurs qui ont pu occuper ce poste-là avec la réserve de Doué, où je pense qu'il a en lui peut-être cette possibilité, mais pas au niveau qui est actuellement attendu. Mais je pense que Ousmane Dembélé, son gros avantage, c'est que lui, il est vraiment capable d'aller vraiment, grâce à sa mobilité, aider à gauche, aider à droite sur des actions assez fréquentes et il permet à lui seul d'équilibrer, on va dire, le danger des deux côtés. Ouais. Non mais oui, c'est ça. T'as une question d'équilibre des zones et tout. Mais donc Lee se retrouve à droite. C'est pas comme si on l'y avait jamais vu. Dembélé dans l'axe, on l'a déjà vu. Barcola à gauche, on le voit tout le temps. La défense, c'est les mêmes. Mais peut-être que ce qui est le plus à noter, c'est finalement que Luis Enrique, après avoir été déçu de l'association des trois à Arsenal, a remis Neves à gauche, Vitinha dans l'axe et Warren Zaïre-Emery à droite. Mathieu, Blaise, Daryl, comment vous interprétez cette décision? Comment vous avez vu que ça a changé les choses sur le terrain? Qui veut commencer? Bah tiens, Daryl, c'est toi qui n'as pas parlé depuis plus longtemps. Ce retour de ce trio, comment tu l'as senti? Comment tu le vois? Ah, alors personnellement, c'était un peu le trio que je voyais débuter ce match, compte tenu de. Bah, c'est un peu comme d'habitude. Luis Enrique le tâtonne beaucoup et contre le PSV, donc on avait vu Fabien Ruiz à la place de Vitinha, pardon. Et ça n'avait pas vraiment donné satisfaction. Donc je m'attendais clairement à ce que de nouveau, pour un match important, ils remettent, enfin ils switchent un peu. Et Vitinha sortait d'une bonne prestation contre Strasbourg en Ligue 1 la semaine dernière. Donc je le voyais clairement occuper ce rôle. Et puis il avait déjà brillé au Vélodrome la saison dernière. Et Warren, bah, pour moi, c'est un peu le joueur indispensable. Bah, quand on regarde tout simplement toutes les compositions en Ligue des Champions du milieu de terrain, c'est le seul qui a été titulaire à chaque fois. Et il y a ce rôle de compensation côté droit qu'il est un peu le seul à pouvoir exécuter. Donc pour moi, sa titularisation ne souffrait d'aucun débat. Et Joao Neves, bah, c'est un joueur en très grande forme actuellement. Et donc voilà, je pense que pour toutes ces raisons, ce milieu me paraissait le plus logique à voir. Et maintenant, je trouve qu'il a largement donné satisfaction. Il y avait, bon, pour certains, en tout cas pour les médias, des doutes par rapport à l'aptitude de ce milieu à tenir le combat face à un milieu capable, soi-disant, de mettre beaucoup d'intensité. Mais bon, on a bien vu qu'en fait, ceux qui ont eu du mal à tenir face à l'intensité, c'était pas vraiment nos joueurs. Donc Ah, voilà. l'équipe de Ligue des Champions, c'est plus la nôtre que la leur, hein. Ça, c'est sûr, hein. Et bon. Voilà, exactement. D'accord. Bah, Soleil me dit c'était évident que c'est les trois meilleurs. Attendez, plus mauvais match de la saison, c'est les trois qui étaient alignés ensemble. Donc je suis pas sûr que c'était Oui, voilà, forcément. c'est Et ça. faut pas l'oublier, hein, la première association des trois avait pas été. Peut-être qu'ils rejouent ensemble contre Montpellier, mais Montpellier, malheureusement, je suis pas sûr que ce soit un benchmark très très parlant. Ils ont Rabiot au milieu, c'est vrai. Après Rabiot, on voit qu'il a pas joué pendant des mois, ça tire la langue, hein. C'est pas du très très bon Rabiot jusque là. Mais en tout cas, au niveau enfin, du niveau individuel montré par chacun, je pense que c'était le milieu qui avait le plus de sens. Oui. Oui. Mathieu, tu voulais t'exprimer sur ce milieu. On t'écoute. Vas-y.
Bah déjà, je pense que le choix de milieu, il peut aussi s'expliquer en miroir par rapport à l'adversaire, parce que si tu prends Højbjerg et Rabiot, et surtout le Rabiot actuel, je trouve que c'est des joueurs qui sont lourds en fait, des joueurs un peu statiques, qui ont pas vraiment une mobilité, une vivacité vraiment sur les petits appuis. En face, Ouais. il y a trois joueurs d'1m70 qui bougent beaucoup, qui ont une grosse mobilité, et aussi un bon volume et qui peuvent vraiment poser des problèmes aussi à ce niveau-là par rapport au gabarit qui est en face. C'est des joueurs Højbjerg, Rabiot évidemment qui sont bons techniquement, mais qui sont un peu massifs en fait, un peu lourds je trouve. Peu Et dynamique. c'est sans Très doute peu ouais, c'est dynamique. ça. C'était sans doute le bon match-up, comme on dit en bon français, d'avoir ce type de, Quel enfin, ce héros. trio face au duo de l'OM. Ouais. Et Vas-y, ouais, vas-y, vas-y. continue, continue, continue. Non, moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est que je pensais avant la trêve internationale que Luis Enrique allait partir dans plus de tests au niveau du milieu de terrain, puisqu'on a vu sur le dernier match Vitinha qui avait fini relayeur droit, on a vu dû voir aussi Neves un peu devant la défense, etc. Là, on revient vraiment à quelque chose de beaucoup plus classique. Et je pense au final que c'est une répartition des rôles qui convient à l'instant T aux joueurs en question. Neves, dans sa position de relayeur, on sent qu'il a une liberté positionnelle beaucoup plus importante. Il a aussi la capacité à aller dans la surface ou à aller presser, à un peu sortir de sa zone. Et probablement qu'à l'instant T, c'est un joueur qui a besoin de ça. Pas forcément un joueur qui peut, enfin, en soi, il pourrait gérer la première passe et la première relance, c'est pas un souci, mais probablement que avoir cette liberté positionnelle lui sied un peu mieux. Ça aussi donne quelque chose sur le côté gauche parce que c'est un joueur qui va sur le côté gauche, qui peut se retrouver dans des positions assez excentrées même sur le côté, ce qui permet à Barcola dans ces cas-là de se recentrer et de Mendes d'être un peu en retrait, voire carrément de dédoubler ou de passer dans le dos. Donc ça donne aussi d'autres possibilités sur ce côté, alors que Fabien Ruiz n'a pas forcément ce type de mouvement-là. Donc je pense que c'était quelques-uns des aspects pour le milieu de terrain. Moi, c'est en tout cas, avec les joueurs qu'on a, c'est celui sur lequel je miserais le plus de milieu. Après, c'est pas pour autant qu'il faut mettre à la cave les autres, notamment Fabien Ruiz, parce que t'as un secteur qui est assez limité en nombre. Donc avoir un Fabien Ruiz dont le niveau se rapprocherait plus de celui de l'Euro et que celui de ses premières semaines au PSG en ce moment, enfin, sur ce début de saison, ça nous irait bien mieux et c'est aussi quelque chose vers lequel il faut tendre et il faut espérer. Mais dans l'état actuel des performances des uns et des autres, je pense que c'est le milieu qui convient le mieux, hein. Et au final, le premier but du PSG, c'est beaucoup le premier but des trois joueurs, en fait, parce que c'est Vitinha à la relance, Zaire Emery, le sombrero et le renversement côté gauche, enfin pied gauche vers le côté gauche. Et à la fin, João Neves qui conclut. Donc, voilà, je pense que c'est trois joueurs qui prennent quand même un petit ascendant. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur João Neves en particulier, j'ai vu passer sur Twitter de la part des Portugais et j'ai été vérifié, c'est vrai. Mais Neves a déjà un bel historique de buts dans des derbies, puisqu'il avait déjà marqué deux fois face au Sporting Ah, en championnat portugais. Et à chaque fois, c'était des buts à la 93e, à la 95e pour égaliser. Les ouais, deux fois. pas des Donc, buts, pas le but c'est pas le but du du 4-0, ouais, voilà. Ouais, il a mis il a marqué dans le derby, c'était en Coupe de la Ligue, le 6-0. Ouais, d'accord, ok, il a marqué dans le derby. Effectivement, un but qui pèse. Justement, pour revenir sur le rôle de Joao Neves, donc, on en a parlé après le PSV, j'étais pas du tout content du côté gauche, où je trouvais qu'il y avait rien. Et j'avais jusque-là préféré Neves, pardon, en sentinelle où il permet, enfin, il avait très bien pris le rôle de Vitinha en septembre qui avait du mal. Mais sentinelle, je reste un peu sur ma faim. Et là, je trouve que ce match change un peu le rapport de Neves avec le côté gauche parce que il a réussi. Alors, il a un coffre de taré, hein. Faut quand même bien en avoir conscience. Globalement, que ce soit lui ou Ruiz, les deux, ils avalent du kilomètre, hein. J'ai vu tout à l'heure une personne dire ouais, ça fait du bien, trois milieux qui courent. Que ce soit Ruiz, Warren, Neves, Vitinha, ils mangent du kilomètre, les types, hein. Vraiment, athlétiquement, on est 10 crans au-dessus de ce qu'on a pu avoir à une époque, hein.
quand on envoyait Verratti 30 ans, Paredes qui aime pas trop courir et Herrera complètement carbo, je peux vous dire qu'en kilomètres on était loin. Mais bref, pour revenir, oui, Neves était bien en début de saison, mais ça collait pas avec Nuno derrière lui non plus. Là, je trouve que c'est la première fois que Neves a su alterner des moments très à gauche pour apporter du soutien à Nuno, des moments demi-espace gauche pour apporter du soutien à Barcola, des moments plus bas pour apporter du soutien à Nuno. Mais il y a aussi des moments où il fait des courses. Bah, le but, c'est une course axiale. Il y a un moment, il fait un appel en profondeur de 9, pratiquement. Ça change quand même des choses. Alors après, est-ce qu'il pourra faire ça tout le temps? Est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui vont nous exposer? Probablement, parce que c'est le football, hein, tout le monde observe tout le monde et il faut savoir corriger en permanence. Mais c'était bien de revoir un côté gauche utile. Et je pense que si par exemple le PSG fait une rencontre aussi aboutie, c'est que l'axe a été animé, a été très bien tenu par Vitinha ou Dembélé. Le côté droit, Hakimi l'apportera toujours. Lee était là pour fixer aussi un peu sa tournée. Côté gauche, on en reparlera de Barcola, mais avec Neves, avec Nuno qui montait avec lui. Voilà. Le PSG a été dangereux des 3 côtés du terrain. D'ailleurs, si je fais le détail, il y a un but qu'on peut attribuer à chacune des parties du terrain. Le premier, quoique le deuxième, bon bref. Mais ce que je veux dire, c'est que on a retrouvé une équipe qui n'est plus coincée sur le côté droit pour créer des occasions, et forcément ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je suis pas certain que le 4-3-3 restera toute la saison, parce que il y a des moments où, à mon avis, on aura peut-être besoin de changer. Quand Ramos va revenir, est-ce qu'on va continuer comme ça, ce 4-3-3 Je suis pas certain non plus. Est-ce qu'il y a un moment où on gardera lié droit? Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent changer. Il y a des joueurs comme Doué qui peuvent rentrer dans l'équation, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent changer encore. Mais la façon dont Neves a su alterner pour à la fois porter dans l'axe, à la fois porter à gauche, être au contre-pressing, être un peu partout. Je sais pas si vous vous rappelez, Mathieu, tu m'avais fait la remarque comme quoi j'avais dit ouais, contre le PSV, Neves a fait un bon match pour lui, mais est-ce qu'il a fait un bon match pour l'équipe? On n'était pas certain finalement. Et ben là, je pense que on a vraiment le joueur qui fait un bon match individuellement. Il marque et il est bon sur plein de trucs. Mais pour son équipe, il a eu un apport vraiment très très positif. Tous les mecs autour de lui ont été bons, bizarrement, dans le jeu collectif. Après, tu peux ne pas être bon sur un dribble, ça c'est une initiative individuelle, ça dépend pas de l'autre forcément. Mais on a retrouvé quand même beaucoup de choses qui fonctionnent au milieu soudainement. C'est peut-être pas un hasard. On dit le milieu est beaucoup moins dominant en Ligue des Champions. Le PSV ils se sont fait essorer pendant un bon moment quand même. Même en Ligue 1, il y a des très bonnes équipes qui sont pas trop touché une bille. Hein. Brest au Parc des Ils ont été Princes. dominants face à Arsenal. Après, est-ce que c'est Voilà. vraiment déshonorant ou pas? Ça, c'est Non. pas non plus avoir des attentes trop élevées non plus. Oui, et puis attends, t'es pas bon à Arsenal le 1er octobre, ça peut arriver aussi. Enfin, t'as le droit de rater un match de temps en temps. T'avais perdu Dembélé à l'avant-veille alors que c'est quand même un joueur important. Tu joues avec Doué devant qui a jamais joué un match de Ligue des Champions. Forcément, il vient de Rennes. Bon, faut pas faire que des conclusions sur ce match d'Arsenal. La preuve, c'est à la fois le trio que vous trouvez le plus logique et c'est aussi ce trio qui avait été le moins performant sur ce fameux match d'Arsenal. Donc la vérité d'un match n'est pas celle d'une saison. Et puis peut-être probablement qu'on va le revoir et on lui trouvera des défauts, des qualités, mais en tout cas sur cette OMPG, on peut pas nier que ça a marché. Blaise, on t'a pas du tout entendu sur l'aspect collectif. On t'écoute. Ton avis sur Ouais, tout non, ça? c'est sur les milieux de terrain. Je trouve que c'est intéressant parce que là, on va dire les deux notions qui s'opposent concernant les joueurs sont, pour moi, c'est assez intéressant parce que je trouve que le fait de les qualifier peut-être comme la triplette, on va dire, un peu logique, bah, je pourrais en tout cas, moi, avec ma sensibilité ou peut-être de ce que je vois, et globalement, je trouve que c'est justifié. Je trouve que c'est, on va dire, le trio qui, pour moi, montre, si ce n'est plus de complémentarité, en tout cas plus de relief dans le contenu de leur match.
Je parle vraiment au niveau collectif. Je trouve en tous les cas que c'est celle qui me laisse porteur de plus d'espoir. Donc ça, pour moi, c'est justifié. Mais il y avait souvent des réserves. Et maintenant, est-ce que la question, puisque là, t'as commencé notamment en faisant un arrêt sur Joao Neves, qui lui, on va dire, a toujours trouvé une utilité. euh, Pas forcément, on va dire, aux besoins du match, mais il y a toujours une utilité à un moment donné du match, comme on en avait parlé il y a quelques semaines avec sa capacité à bien finir ou sa disponibilité notamment. Et là, en fait, dans une équipe et dans un milieu de terrain où les profils se ressemblant plutôt, même si Warren, lui, est capable d'apporter sur un autre registre. Sur le registre purement, on va dire, athlétique au duel. Et même ça, j'aurais tendance à le pondérer parce que Joao Neves, je trouve qu'il a une capacité quand même à aller affronter des joueurs plus costauds, à tenir au duel et enfin, à en gagner surtout, qui reste en tout cas intéressante à observer. Mais je trouve que la complémentarité des trois, elle joue dans la disponibilité ils sont capables d'avoir sur toutes les zones du terrain où il y a vraiment beaucoup de moments du match où par le pressing de l'équipe, en fait, c'est Vitinha qui a, lui, a retrouvé, on va dire, des prédispositions qu'il avait eues en début de saison dernière à aller défendre plutôt orienté sur le côté gauche et à attendre, à réussir à enfermer son vis-à-vis. Donc, je trouve que la complémentarité des trois, elle se justifie par leur mobilité. Après, c'est vrai que leurs lacunes, elles sont évidentes. Je ne sais pas si on sera vraiment, vraiment souvent confronté à des oppositions qui leur permettront et d'avoir la, la main mise sur le jeu, parce que les défenseurs ne soient pas pressés, ça peut arriver, que les milieux de terrain ne soient pas assez tôt dans le match. Là, c'est souvent, enfin, c'est assez rare. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples, mais en tous les cas, moi, je pense que dans les matchs, on aura besoin de vraiment accentuer sur le jeu de position sans donner de base fixe à une équipe qui est capable de défendre assez fort dans son camp. Je trouve que c'est un trio qui se justifie, et en tout cas sur ce match-là, l'a démontré. Très bien. Mathieu, Daryl, Blaise, ce sera, je pense, la conclusion sur le débat du milieu. Est-ce qu'il y a, d'un point de vue collectif, un autre point que vous voulez évoquer? Bah tiens, Mathieu, c'est peut-être le moment du grand débat sur le réalisme. Où en es-tu? À quel point serres-tu le point pendant les matchs? Estimes-tu qu'il y a une marge de progression? Tiens, qui est une vraie question, je trouve. Mais après, je ne sais pas si ça a vraiment rapport avec le collectif, en fait. C'est plus C'est pas le faux. plafond individuel de certains joueurs. Moi, je le vois plus comme ça que collectivement. Collectivement, tu arrives à amener le ballon dans des zones qui sont intéressantes pour tes attaquants. Après, ce qu'ils en font, pardon, ça varie. Il y a des très bonnes choses et il y a aussi des choses un peu moins bonnes. Là, on a encore raté deux ballons à bout portant à 2 mètres de la ligne de but avec personne autour face au gardien. Bon, bah, écoute, c'est assez particulier, mais le problème, c'est que ça se répète un peu et sur des matchs où tu n'as pas encore fait la décision, ça peut tendre beaucoup quand même. C'est frustrant et je veux pas trop tirer non plus sur la ligne offensive parce que euh, pour que le PSG joue bien, ils ont forcément aussi leur rôle, c'est-à-dire qu'ils font les bons déplacements, c'est-à-dire qu'ils ont la bonne disponibilité, c'est-à-dire qu'ils sont aussi bons dans le pressing ou dans le replacement défensif, dans l'application. Mais tu peux pas t'empêcher de penser qu'avec un, voire deux gros joueurs au devant, ton équipe, elle passerait, enfin, elle aurait un plafond complètement différent, en fait. Elle aurait des possibilités, un potentiel complètement différent. Et Hmm. là, tu es un peu obligé enfin, en fait, t'es obligé de générer beaucoup plus que l'adversaire, que tu le fais malgré tout avec une très belle régularité cette saison, puisqu'hormis face à Arsenal, je pense que tu as été meilleur, de meilleur à bien meilleur que dans un adversaire quasiment chaque fois. Ah bah, Mais tu es il n'y a vraiment pas. obligé en fait de dominer par le jeu pour qu'en plus ça se traduise par des buts. En fait, t'as pas l'impression que les buts vont tomber tout seuls, même dans des phases où t'es pas forcément dominateur, etc. Ce qui peut servir malgré tout. Et parce que tu as forcément des matchs où t'es moins bien dans la saison, l'adversaire est tout simplement arrive à être supérieur à toi tout simplement. Donc c'est un peu ça qui me tend. Et quand tu prends certains matchs, c'est quand même des trucs assez grossiers. L'occasion de Dembélé, l'occasion de Fabien Ruiz hier.
Je sais, enfin, Même Dembélé, je Barcola, vois le hein. ralenti, mais ouais, Barcola aussi, mais Oui, tu as raison, sur Daryl. l'occasion de Dembélé, je vois même pas comment le ballon il peut arriver là en fait. Comment c'est possible que de rater le cadre d'autant que de le prendre aussi mal. Enfin bon, après tu vas vivre comme ça tout au long de la saison. C'est un choix qui a été fait par le club cet été de pas risquer le fait de prendre un contrat qui allait possiblement te rester sur les dos, sur les bras, si le joueur s'adaptait pas ou si l'entraîneur n'en était pas complètement convaincu. Bah, tu fais avec ce que t'as, mais ouais, je pense que ça va te limiter forcément dans tes ambitions. Et déjà, la première conséquence, c'est que ça va te contraindre à être sur un fil tout au long de la première phase de Ligue des Champions, alors que ouais, face au PSV, normalement, ça doit pas faire un pli, quoi. Après, je sais pas si je mettrais forcément le manque d'efficacité sur ce match-là au même niveau que contre le PSV. Parce que Mais là, j'ai quand même là, un peu après, la l'impression différence est qu'il y a faite, mais eu. juste en une Ouais, phrase, Daryl, je pense que c'est le premier match de la saison où tu sous-performes tes XG quand même, en oui, Ligue oui, 1. oui, c'est vrai. Alors il y a ça On est aussi, à oui, plus de, parce que c'est vrai on qu'on est a à quoi, plus de 4. 3 Après, XG, bon, c'est plus de 4. aucun impact, etc. Et peut-être qu'il y a un peu de relâchement, de manque de concentration, etc. en deuxième mi-temps, je peux l'entendre Voilà. aussi. Mais bon, ça, plus tous les coups qui sont un peu mal joués, où tu Oui, arrives comme je ça à suis l'entrée de d'accord, la hein. surface, où la dernière passe n'est pas propre, Un ouais, peu d'imprécision voilà. technique dans le Ouais. dernier geste. Je suis Mm. d'accord. On a beaucoup eu ça, mais là, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas sur ce match, c'est plus dû à un relâchement lié au score et au fait que la rencontre était pliée depuis bien longtemps. Que contre le PSV où j'avais l'impression que c'était plus de la tension. Alors après, c'est peut-être que je surinterprète les choses, hein, mais là, dans cette rencontre, j'ai quand même l'impression que tant que le score n'était pas fait, globalement, on n'a pas trop manqué de précision et on a été bien meilleur en fait en début de partie quand la rencontre revêtait encore une certaine dimension Ouais, c'est vrai. compétitive qu'après quoi. Donc je pense que je séparerais quand même un petit peu le manque d'efficacité constaté là que par rapport à ce qu'on a vu contre le PSV où là clairement c'était un festival de ratés où j'ai l'impression que l'équipe était un peu ouais bah voilà était un peu sous tension et manquait de relâchement alors que là on était peut-être trop relâché justement. Moi, je pense que t'es peut-être un peu gentil quand même, entre guillemets, avec cette équipe. Moi, je suis persuadé que déjà, on va dire le manque de réalisme, il se voit moins déjà parce que tu ouvres le score à la 6e minute et que si chacun mettra le réalisme où il veut, est-ce que c'est la dernière frappe ou uniquement le dernier centre? Mais comme Mathieu l'a dit juste avant, en fait, c'est vraiment dans les dernières passes ou dans les derniers gestes qui font l'occasion, où à partir de ce moment-là, en fait, on est une équipe qui maîtrise plus forcément son sujet. Et c'est assez étonnant parce que on a eu des matchs où, techniquement, et je l'avais pointé il y a quelques semaines, où je trouvais que techniquement, dans le contenu des matchs, on était dans un moment un peu moins positif. Et là, pour le coup, et même si on pourra toujours remettre en face le manque de vigueur ou en tout cas d'opposition de Marseille, je trouvais qu'on était plutôt juste, vraiment dans tout ce qu'on arrivait à créer, dans tout ce qu'on arrivait à apporter pour amener le ballon dans les zones de danger. Mais pour moi, cette inefficacité ou en tout cas cette maladresse à l'approche des buts et de la surface adverse, pour moi, c'est trop récurrent pour penser que c'est soit la pression ou la déconcentration qui fait qu'on est une équipe qui rate beaucoup. Et je pense que ça joue beaucoup dans la satisfaction, entre guillemets, ou au moins la satisfaction publique du coach, c'est que son équipe, elle ne peut vivre que si elle a beaucoup d'occasions. Parce que, en fait, si on devait être une équipe létale avec très peu d'occasions, vu ce que sont capables de faire les joueurs face au but, on serait une équipe qui, voilà, déjà, vu les discussions et peut-être la dangerosité de notre situation en Ligue des Champions, je pense qu'on n'en serait même pas à débattre de ça, en fait. Oui, non, mais tu as. Enfin, je suis plus côté Mathieu et toi que Daryl qui est un peu gentil pour le coup. Effectivement, on n'a pas du tout des joueurs fiables. On a
Mais en fait, pour moi, il y a deux axes. Il y a d'un côté la partie technique, où il y a des ratés, genre je regrette Fabian Ruiz ou Dembélé. Hier, c'est un raté. Barcola, encore plus, c'est un raté technique. Mais il y a aussi un raté un peu psychologique. Et je pense que Dembélé, par exemple, c'est un joueur qui, face au but, panique. Dans le sens où des fois il va se mettre à tirer en disant faut que je marque, faut que je marque, je marque. Il y a des fois il se dit oui, il faut que je frappe, faut que je frappe, je suis bien placé. Et c'est là où quelque part je pense que Luis Enrique il a un vrai rôle à avoir d'accompagnateur, de les déstresser, les détendre. Et déjà je trouve que ça se voit la différence entre Ligue 1 et Ligue des Champions. Les joueurs sont beaucoup plus tendus en Ligue des Champions. On voit que devant le but il y a il y a de l'appréhension, ils veulent tirer soit trop vite, soit trop tard, le time, ils sont pas relâchés quoi. Ils sont pas du tout relâchés. Et quelque part, on sait où on en est en termes de réalisme. Donc globalement, le fond du panier, hein, on va pas y aller par quatre chemins, hein, on n'est pas bon devant le but. On marque beaucoup parce que comme tu l'as dit Mathieu, on crée un volume d'occasions. Je sais, enfin Luis Enrique arrête pas de dire qu'aucune équipe en Europe ne crée plus d'occasions que le PSG. Je serais pas surpris que ce soit le cas. Hein. Parce que, enfin, le nombre de matchs où on finit à 3, 4 XG, c'est énorme, 3, 4 XG. Ce week-end, le Bayern, ils mettent Tous les 5. matchs de Ligue 1, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le Bayern met 5-0 à Borum. Je suis même pas sûr qu'ils aient plus de 2,5 XG, hein, par exemple. T'as un coup franc direct, ce genre de choses, ça va pas haut. Hein. Mais bref, toujours est-il que on sait où on en est. On sait, par définition, on a autant de la marge que de la variance en fait. Un bon jour, bah, ça va aller mieux, un mauvais jour, ça sera catastrophique, mais malgré tout, tu as une vraie marge de progression, même sur des joueurs âgés. Hein. Faut pas croire, il y a un joueur, il peut progresser le banc de but à n'importe quel âge. Mais je pense que Luis Enrique a un vrai gros rôle à jouer pour les accompagner, pour les rassurer, pour les faire travailler devant le but. Parce que on commence à avoir des échos comme quoi il travaille beaucoup devant les buts, à l'entraînement, tout ça. L'entraînement, c'est une chose, la compétition, c'est autre chose. Fabian Ruiz fait visiblement d'excellentes séances d'entraînement. Je crois qu'il a fait un bon match avec le PSG cette saison, ça nous fait une belle jambe. Quoi. Mais malgré tout, je suis pas totalement déprimé par ce qu'ils sont en mesure de proposer devant le but. Et au contraire, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, ils peuvent faire mieux quand même. Alors, c'est Barcola qui a déjà mis 8 buts, il va pas passer au double, hein, c'est sûr. Mais Dembélé, forcément, je pense, peut faire mieux. Lee peut faire mieux. Vitinha peut retrouver la justesse devant le but. Warren peut faire mieux. Fabian Ruiz peut faire beaucoup mieux. Bref, il y a quand même pas mal de buts à aller gratter. Barcola, Silo. Mais oui, Barcola peut aussi, faire oui. mieux. Mais Barcola, tu vois, il marque au moins régulièrement. Il marque à tous les matchs de Ligue 1, Barcola, pratiquement. Donc bon, j'attends pas qu'il mette des triplés à tous les matchs non plus. Mais vu le nombre d'occasions qu'il a, effectivement, il pourrait marquer plus aussi, quoi. Mais je suis peut-être pas, je suis pas totalement définitif sur l'incapacité des joueurs du PSG à ne pas marquer. Voilà. Oui, Barcola, vous vous rendez compte, il a mis 8 buts en 9 matchs de Ligue 1. Il met un but toutes les 77 minutes. Donc c'est des stats dignes de Mbappé, quoi, globalement. Bon. Voilà où on en est. Sur l'aspect collectif, général, est-ce qu'il y a des choses Oui, vas-y Blaise, on t'écoute. Ouais, mais je trouve que comme défensivement, on a très peu été mis, en tout cas amené à défendre dans notre camp, je trouve que face à une équipe qui, pour ceux, je pense, qui connaissent un petit peu des Zerbi et qui ont vu aussi ce que l'OM faisait depuis le début du championnat, c'est une équipe qui a pu, sur des matchs face à des adversaires moins relevés, dominer, et en tout cas jouer dans le camp adverse, mais c'est une équipe aussi qui, sur les moments où elle n'avait pas le ballon, en fait, elle suivait ce que Roberto De Zerbi a beaucoup fait à Brighton notamment, c'est avoir une zone de défense relativement basse parce qu'ils ont généralement, ces équipes ont des mécanismes de relance et d'attraction de l'adversaire pour donner de la vitesse à des joueurs qui, on voit sur le profil des joueurs offensifs, qui quand ils ont un peu d'espace, sont assez rapides pour amener le ballon assez loin. Et en fait, plus que
de laisser le ballon à une équipe, généralement, c'est parfois le plan que les coachs essaient, c'est de laisser le ballon à une équipe qui est gênée par le fait de l'avoir. Nous, on n'a pas du tout changé. Et c'est avec le ballon, on a fait ce qu'on a voulu faire. Et surtout, là où je voulais en venir défensivement, c'est que vu qu'on arrivait à amener le ballon relativement haut et que généralement les pertes de balles étaient sur des combinaisons sur les côtés où le latéral devait faire quelque chose assez difficile, le latéral marseillais, je précise, devait faire quelque chose d'assez difficile pour s'en sortir. En fait, la pression mise pour isoler les joueurs, pour les obliger à jouer un long ballon avec la bonne doublette de nos défenseurs qui arrivaient à être soit à l'impact, généralement Pacho, mais même Marquinhos, puisque il est victime de la faute qui génère l'expulsion grâce à ça, et avec aussi toujours cette complicité pour avoir tout de suite, si jamais le ballon il est mal dosé par le Marseillais, en fait, le premier impact uniquement physique pour stopper le Marseillais et derrière la récupération propre de l'autre. Donc, je trouvais que en termes de collectif, en termes de défense collective, en fait, dans la pression qu'on a exercée sur une équipe marseillaise qui avait d'énormes difficultés à jouer court ou à trouver des relais pour tout simplement pour avancer sur le terrain, on a été très bon avec notamment, et ça c'est aussi un effet bénéfique de la présence d'Ousmane Dembélé. On a vu un parti pris très clair où vu les profils des deux latéraux avec un Murillo qui est plus à l'aise pour attaquer balle au pied et un Brassier qui, lui, pour relancer, n'est pas du tout une menace, il y avait cette volonté de fixer Barcola et Dembélé sur les deux centraux pour les gêner au maximum. Et puis, on a vu que ça a été très compliqué pour eux d'essayer d'avancer par des passes courtes et toute tentative longue a été très facilement annihilée. Très bien, bah écoutez, ce sera la conclusion sur la partie collective de l'analyse. On va passer au perf individuel. Non, juste je voudrais remercier GeoGeo 3000, Elwood 13, peut-être que tu as passé un bon lundi dans ton département, et Dawit 97 pour les subs en début d'émission. Sur la partie perf individuelle, bon, on va pas parler du match de Donnarumma parce qu'il a pu faire une petite sieste tranquille. Est-ce de qui voulez-vous parler derrière, même si bon, je pense qu'il y a un nom qui ressort quand même très largement. Parce que bon, j'ai quand même dans l'avant-match une nouvelle fois, j'avais appris que le PSG défense centrale, il y avait plus personne quoi. Bon, visiblement, il y a un petit Ah bon? équatorien. Ah ouais non, j'ai vu passer des trucs. Je sais genre mais ils se rendent compte de ce qu'ils racontent Enfin ils ont fini à 30 points l'an dernier quand même les mecs là. Ils connaissaient pas Pacho. Et à Pacho, il leur a posé le CV, il leur a dit bah en fait je m'appelle Willian avec un N, Pacho et en fait je suis très fort. Et ce jeune vraiment c'est quelque chose. Hein. Là bon déjà Wai terminé hein, tu peux sortir, t'as rien fait, t'as rien vu, t'as pas existé, ça a été terminé. Mais je crois que le moment que j'ai préféré, oui voilà l'équipe, s'ils nous mettaient Balerdi à côté de Marquinhos, ça, genre oui bien sûr, oui. Pourquoi pas. Mais surtout le moment où il intervient juste avant la mi-temps, c'est sur Højbjerg ou Luis Enrique, je sais plus. Dans la surface là où il est mauvais côté, il est gaucher Pacho et il a vraiment pas de pied droit. Hein. Et il intervient, il pousse, il récupère, il se cale dans la course. Vraiment, intervention de très haut niveau. C'est pas facile du tout. Hein. Contre le PSV en début de match, pareil, il y a un centre de la droite. Je sais plus si c'est pas Bakayoko, je crois que c'est Mauro Junior. Où Pacho il le repousse extérieur pied gauche en courant vers son but, ou extérieur pied droit même en courant vers son but, qui est une intervention absolument extraordinaire. Et je trouve que ce joueur qui a 22 ou peut-être 23 ans maintenant est d'un niveau défensif pur qu'on n'a pas vu au PSG, et je vais peut-être en faire les certains depuis le départ de Thiago Silva. Vraiment. Parce que... Ah non, mais je me souviens quand Christopher Michel, là, le journaliste allemand qui suit l'Eintracht, nous avait dit, vous allez voir,
j'ai jamais vu quelqu'un qui défend aussi bien les centres ou dans la surface. Eh ben, il est très jeune, il a une culture défensive incroyable pour un gamin de cet âge, parce qu'il est tout jeune. Hein. Oui, il est meilleur que Thilo Kehrer. Quoique Thilo Kehrer fait une saison, ma foi, avec le guide Adi Hutter aux manettes, et il est très bon. Mais je préfère quand même Pacho, surtout avec le maillot du Paris Saint-Germain. Et vraiment cette rencontre, ou même ce qu'il a pu faire, quelques interventions, je suis assez bluffé. Mais, Oui, vas-y Daryl, ouais, excuse-moi. parce que là, parce que là, tu parles en plus de sa capacité à bien défendre la surface sur les centres, etc. Mais même quand il faut défendre en allant vers l'avant, il est exceptionnel. Hein. On avait déjà vu contre le PSV son fabuleux duel contre De Jong. Mais là aussi, il est allé chasser Wai parfois très 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 haut. Et il s'est jamais loupé. Ce qu'il a fait subir à ce pauvre Eli Wai, c'était assez violent. Et même, on a souvent parlé dans le podcast de ses limites un peu balle au pied, et il fait, à mon sens, des progrès assez nets de match après match. Là, où il y a des relances, des passes Bah, claquées qui font assez mal à l'adversaire. on m'en parle Enfin, sur le live c'est une justement. prestation. Ouais, Ah c'est non, une non, prestation vraiment de tout premier ordre là, où il y a eu, mis à part voilà sur cette frappe là de Rabiot où il est un peu pris. Mis à part ça, ça a été une véritable masterclass où il a montré toute la palette d'un défenseur central moderne. Et ah oui, comme tu parlais du fait que c'était peut-être le meilleur défenseur pur qu'on avait depuis Thiago Silva, moi j'ai aucun doute là-dessus. Enfin, personnellement, le niveau défensif qu'il montre, j'ai pas vu ça au PSG depuis très longtemps. Il apporte une sûreté derrière. Il a au plus sa capacité il a de la vitesse, et donc il a une véritable capacité à défendre les grands espaces. Non, c'est vraiment pour l'instant un super recrutement, et en quelques mois, il s'est déjà imposé comme tout simplement une solution indispensable derrière. ouais. Tiens, sur la live, on me dit meilleur que Bichabou. Oui, largement. Plus ou moins fort que Presnel à son prime. Attention, Presnel, il a quand même mis des sauces à des Benzema et tout ça il y a pas si longtemps. Hein. Vous regardez PSG Real Madrid, ça doit être septembre 2019. Kimpembe revient de 4 mois d'absence, il avait été opéré en fin de saison précédente. Il joue contre Benzema au Parc des Princes, là, quand on gagne 3-0, et il fait un match monstrueux. Donc, vous n'oubliez pas qui a été Presnel. Hein. La campagne de Ligue des Champions 2019-2020 de Kimpembe, c'était très, 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 très fort. Faut pas l'oublier non plus, c'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 4-5 ans déjà. Mais il fait des séances et il rejouera cette année, c'est déjà pas mal. Mathieu Blaise, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'incroyable William Pacho ou pas Oui, Blaise. Non, non. Daryl a tout dit, t'en as rajouté aussi. Et en tout cas, moi, je partage totalement. Je trouve il est Très bon. épatant dans son adaptation et dans ce qu'il est capable de produire. Après, c'est vrai qu'il est arrivé dans un vestiaire très hispanophone, il n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Ça c'est allé très vite. D'ailleurs, les supporters de Francfort sont toujours que je leur donne de temps en temps des nouvelles de Pacho. Ils sont ravis que tout se passe bien pour lui. Et on me dit bientôt un chant pour Pacho. Euh, Enfin, ça dépend ce qu'on appelle un chant. C'est juste ce qu'on est son nom ou un chant complet à la Magic Alain Roche ou ce genre de choses d'il y a 30 ans. Mais peut-être. Je suis pas responsable. Le chant occupe, hein, donc faites remonter chez eux. Blaise, est-ce qu'il y a un autre défenseur dont tu veux parler Je vais parler un peu de Nuno Mendes parce qu'on en parle assez peu dans les performances individuelles ou seulement parfois pour un petit peu pointer quand c'est vrai, il a ses errements. Je trouve il les a un petit peu moins. Il les a eu notamment en début de saison quand il a eu du mal à enchaîner avec visiblement deux fois en peu de temps un problème de rhume ou de froid attrapé. Mais je trouve que dans l'interprétation et c'est ce qui fait souvent débat, son utilisation, ce rôle
de couverture ou en tout cas troisième défenseur central en début de phase de construction ou autre. Je trouve que c'est un poste où il a la nécessité d'évoluer. Est-ce que lui est à l'aise? Est-ce que lui ne se sent pas assez libre? Ça lui appartient. En tout cas, j'ai jamais entendu de sa part un autre son de cloche que en tout cas, il est intéressé de continuer avec le coach qui a visiblement prolongé. Donc, euh, donc moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Après, je, trou- je pense que c'est un joueur qui a la possibilité d'être performant à un poste où il démarre de plus bas. Et sa force, on va dire, à prendre très vite les espaces, a très vite été récompensée parce il a eu cet espace, il l'a dévoré, il a suivi sa course. Et c'est un joueur je pense que dans son évolution, et on le voit aussi avec ces derniers matchs où il est un peu mieux, je trouve que c'est un joueur qui, plus que de lui donner pour le moment énormément de quantité, je pense que c'est un joueur qui se complète dans la qualité. C'est vraiment un joueur très talentueux et il nous a aussi souvent habitués à faire de bonnes choses et de les répéter. Et je pense qu'offensivement, dans une équipe qui réfléchit différemment, où on va dire que les positions sont moins instinctives, les positions de ses coéquipiers sont moins instinctives, je pense que lui permettre d'avoir plus d'occasions de monter, c'est nécessaire, mais aussi de lui permettre on va dire, d'arriver à dérégler cette machine avec sa capacité à courir vers l'avant. Et je trouve qu'il a plutôt bien fait. Il a eu l'apport de João Neves quand il a fallu fermer par moment et occuper vraiment, on va dire, ce rôle côté. Il a été plutôt inspiré pour combiner plutôt bas. Il a toujours parfois cette cette propension pardon, à garder le ballon pour aller chercher le contact et parfois à perdre inutilement le ballon. Mais je crois qu'il a fait un peu moins ou un peu plus de 60 minutes. Il a été très, très bon dans la partie avec ballon. Et puis défensivement, toujours en couverture et plutôt bien connecté de ses partenaires derrière. Eh bien, écoute, je te rejoins totalement sur ton analyse de l'ami Nuno Mendes. Euh, Daryl, Mathieu, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur lui ou sur un des autres joueurs de derrière ou pas? Et on parle un peu des milieux de terrain, tout ça. Bon, on va avancer un peu. On nous dit le premier but vient de lui. Oui, oui, très belle montée, tonique, puissante. On me demande est-ce qu'il a du mal à revenir, Nuno Mendes? Bah, je sais pas, mais dans ce que tu dis, Blaise, sur le côté qualitatif, tout ça, je me demande si Luis Enrique veut pas éviter non plus de trop tirer sur la corde quand même avec lui, pour éviter que il comment dirais-je, il se blesse quoi, se reblesse tout simplement. Donc je sais pas. Après, quand je le vois monter comme ça contre le PSV, le centre pour Dembélé qui est parfait, là le centre est bon encore. C'est aussi comme ça qu'il va gagner sa liberté et qu'on va faire comment dire, que le système va changer en sa faveur en fait. Plus tu fais des choses comme ça, plus ton entraîneur va te dire attends, je peux pas laisser passer ça donc à voir. Daryl, Mathieu, tiens, de quel joueur tu veux parler? Parce on t'a pas du tout entendu jusque-là. On t'écoute sur ces perfs individuels de OM PSG. Bon, Mathieu est parti. Oui, Mathieu. Ah non, c'est bon. Non, pas du tout. Mais je savais pas trop quoi ajouter sur les milieux. Tu veux parler d'un joueur en particulier? Non, non, Qu'on a fait un thème là-dessus c'est déjà. vrai qu'on a fait un thème. Non, c'est juste parler de Warren quand même. Parce que enfin, j'ai entendu que c'était un joueur quelconque, que je sais pas tout. Enfin bref, ça y est, c'était devenu un U19 banal qui jouait au PSG. Hein. Donc, faut savoir que le PSG, tout le monde peut y jouer, hein, visiblement. Et que ça soit les 30 premières minutes contre le PSV, les 20 et quelques, parce que c'est le match se joue globalement à ce moment-là, j'aimerais bien que tous nos joueurs de 18 ans soient en mesure de proposer des choses pareilles quand même. Ce qui fait au départ du premier but, le sombrero ouverture pied gauche, c'est quelque chose qui est rarement souligné chez lui, mais il a un pied gauche qui est loin d'être mauvais quand même.
C'est pas la première fois qu'on le voit changer de pied comme ça. Soi-disant, c'est un joueur qui n'a pas de qualité, qui est moyen en tout. Bah écoutez, je vois surtout un joueur très 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 complet en fait. Mais bon, peut-être que je me rends pas compte que Oui, ça c'est un peu le problème avec les joueurs complets. Oui. C'est en fait comme ils ont un niveau de performance qui descend vraiment jamais vraiment en dessous d'un certain seuil, mais que si ils sortent pas des prestations de tout premier plan, on a tendance à banaliser un peu ce qu'ils font, alors que clairement Zahir Emery est tout sauf un joueur banal. ouais, c'est ça. Zaire Emery, il n'est pas un joueur très très. Alors, il est à la fois pas banal Bah, et très caractéristique de la jeune génération où ils ont beaucoup il est un peu de. scolaire par moment. Voilà, c'est un peu le reproche qu'on peut lui faire. C'est surtout ces derniers mois. Il y a eu quelques prestations sans relief, mais là depuis en fait le retour de la trêve et depuis son repos un peu forcé en sélection. Et donc globalement, on voit qu'il retrouve un niveau physique très important et ça fait toute la différence. Ça fait 3 matchs là que qu'on le voit de plus en plus faire des percées et faire ces mouvements vraiment très caractéristiques qui font mal à l'adversaire où on sent que qu'il retrouve en fait tout son impact au duel et c'est une vraie montée en puissance là qu'on voit. Tu parles de son renversement, son enchaînement, sombrero renversement et qui fait en toute tranquillité. Euh, bon, c'est voilà, c'est typiquement le genre de choses qui est un peu banalisé alors que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Faut croire que si, hein, parce que j'ai bon. Enfin, il était face à Heuberg, qui est donc un des très bons milieux de terrain de Ligue 1 cette saison. Il était Le face à régène de Rabiot. Mota. Voilà, il était face à Rabiot, qui est quand même un de ses concurrents directs pour l'équipe nationale. Euh, bon, bah, je suis pas sûr que je l'échangerai avec ceux d'en face, quoi. Voilà. Donc bon, on va voir. Mathieu ou Blaise, vous voulez rajouter quelque chose sur le match de Warren? Vous voulez parler de Vitinha? Finalement, on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que vous voulez l'évoquer ou on avance et on parle peut-être de des matchs des deux autres ou pas des deux autres? C'est à vous de me dire. Moi, je vous laisse la parole. Je me tais, y a pas de souci. Oui, Blaise, vas-y. Ouais, bah, Vitinha, moi, en tout cas, moi, j'allais pas forcément en parler. Donc, je sais pas si Mathieu, lui, il avait des choses à dire dessus, parce que sinon, moi, j'allais passer à la ligne offensive, peut-être. Bon, je sais pas. Bon, Mathieu a pas l'air de on va vouloir pas passer, trop parler des milieux, mais vas-y. ouais, des Tu voulais milieux. Non, non, rajouter? mais pas spécialement. Mais après, à part Vas-y. souligner son beau match, le Vitinha, j'ai trouvé. Enfin, c'était, il y avait quelques doutes et je pense qu'il en plus, toi, tu avais été particulièrement critique sur les dernières sorties, mais Ouais. moi, je suis là, je reste assez confiant sur le fait que voilà, il va retrouver sa place. Et encore une fois, ce qu'il fait sur le premier but, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et si tu vois d'emblée, là, enfin, tu vois clairement la plus-value qu'il peut apporter dans ces phases-là. Donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu as intérêt à miser sur Vitinha et à faire en sorte qu'il retrouve son meilleur niveau et ça passera par l'enchaînement des matchs. Et je trouvais que le match d'hier était un pas de plus dans la bonne direction. Ouais. Et un deuxième pas après celui contre Strasbourg. Un pas vraiment. Ça avance dans le bon sens en tout cas. Donc bah, tant mieux. Autant je crois qu'il ne saura jamais trop rentrer dans un match, hein, parce que quand je vois l'entrée contre le PSG, voilà. Mais sinon, c'est bien. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Globalement, Vitinha, vous regardez les 5 premières minutes, vous savez à peu près le match qu'il y aura. Si c'est pas bon sur les premières touches de balle en général, c'est vite C'est pas le compliqué. seul dans l'effectif. Ouais, c'est pas le seul, ouais. Allô, Ousmane? Qu'est-ce que tu fais? Exactement. Ah, il y en a certains, au bout de 30 secondes, tu sais déjà le scénario du match. Moi, je commence les perfs individuels à ce moment-là. Je commence à taper, hein. Non, mais bon, j'abuse un peu, mais c'est vrai que c'est marrant. Est-ce que faudrait, c'est pas justement un défaut psychologique mental, ne sait pas se remettre dans sa rencontre? Là où, d'ailleurs, on a un peu Hakimi contre le PSV a été très fort parce que il y avait tout qui se dirigeait vers le désastre et hop, il a su reprendre son match en main. Mais bon, pour revenir sur Vitinha, très bien de le voir à ce niveau-là, très content.
Et il a retrouvé, je trouve, de l'efficacité défensive dans son placement. C'est quelque chose qui avait été très impressionnant dans sa métamorphose en tant que sentinelle. C'est à quel point il avait su, avec un gabarit franchement pas très épais, être efficace défensivement uniquement en se plaçant au bon endroit au bon moment. Et ben là, je trouve qu'on a un peu retrouvé de ça. Et c'est à mon sens une très bonne nouvelle parce que on en avait besoin et ça lui permet d'être ce joueur axial dominant qu'il a été. D'ailleurs, on le félicite. 27e place au Ballon d'Or. Alors, je suis incapable de vous dire pourquoi il n'est pas 26 ou 28. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, bravo à lui. On passe au joueur de devant, Blaise. Vas-y, de qui voulais-tu parler? Mais même avant les joueurs de devant, Ah, excuse-moi, vas-y, Flo, vas-y. je voulais parler d'un entrant au milieu, Fabien Ruiz. Ah, Je voulais parler parce que je sais qu'on fait généralement on fait les titulaires et puis on parle souvent un petit peu des remplaçants, mais je trouve que en fait Fabien Ruiz il a une entrée visible, on l'a vu. Et en fait la difficulté je trouve dans les changements qu'on arrive à faire dans des supposés gros matchs, la difficulté qu'on rencontre c'est que généralement ils sont pas forcément dans le ton de l'équipe. Et là, en fait, je pense que la plutôt bonne entrée de Fabien Ruiz, en dehors d'un raté où il s'est mis au niveau de ses partenaires d'attaque, donc j'ai pas forcément envie de le pointer lui plus du doigt qu'un autre. Je trouve que son entrée, en fait, elle est matérialisée par l'extrême collectif que l'équipe a eu dans sa globalité. Et en fait, je pense que ça peut permettre de se poser certaines questions, parce que lui, là où il est le meilleur, c'est quand il évolue dans une Espagne ultra collective. Et là, dans ce match où on a vraiment accentué sur ce volet-là, où il y a eu de nombreux échanges de passes, on a vu une équipe avec une cohérence folle. Et pour le coup, je l'ai vraiment trouvé très rapidement dans le ton. Il a eu la même disponibilité. Et c'est là où ce que tu disais en début de podcast, où Fabien Ruiz, c'est un joueur qui court au même titre que les autres. Sa disponibilité a pu bien s'exprimer parce que il était dans un registre où l'équipe, elle était vraiment collectivement assez connectée, avec des positions très peu fixes où il peut aller aider à droite à gauche avec des passes, avec des partenaires assez proches. Donc moi, j'ai plutôt bien aimé. Ça remplace pas évidemment ce qu'il a pu produire mardi dernier, mais dans ce qui est souvent, en tout cas, parmi un des joueurs les plus souvent décriés dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Il a eu son rôle à jouer. Il aurait même pu marquer, comme les autres, au terme d'une vraie belle action. Donc, je trouvais ça important de le signaler parce que je pense qu'il est très amené à jouer beaucoup de matchs. Et je trouve que c'est bien de noter vraiment le registre ultra collectif dans lequel je pense qu'il est capable de s'épanouir plus que quand c'est c'est un peu plus compliqué, où il doit faire des différences tout seul et où même parfois il doit occuper de par des déplacements des uns et des autres, un rôle assez haut sur le terrain, voire même tout seul très haut sur le terrain. Après, tu soulignes le côté très collectif de sa rentrée. Je trouve qu'il fait une très bonne rentrée à part se rater devant le but. N'est-ce pas un joueur qui sent qu'il est chaud pour sa place de titulaire et qui se met à se bouger clairement un peu les fesses, quoi? Non? Parce que Bah, quand j'ai vu peut-être, sa mais rentrée, j'ai plus pensé à ça, je te l'admets. moi j'avoue, bon après on a vu le rythme de la deuxième mi-temps, mais je pense que vraiment, je pense que Fabien Ruiz, on a peut-être attendu après l'Euro un leader, parce que dans les faits, c'était déjà le joueur le plus âgé et peut-être le joueur qui avait, sur une grande compétition comme ça, donné les performances les plus élevées. Donc on était peut-être en droit d'attendre un leader. Je pense que c'est un joueur, en fait, il va s'épanouir dans un très bon collectif avec aussi des bons joueurs. Il faut quand même des bons joueurs pour que lui il puisse s'épanouir. Et le rythme du match et on va dire l'état d'esprit de l'équipe a favorisé sa performance. Après, c'est vraiment un clin d'œil parce que notamment le dernier match, ça a été très vite une agonie pour lui, quoi. Oh oui. Oh oui, oh oui. Bah écoute, merci d'avoir fait ce petit point, Fabien. Juste un petit mot pour Mayelou. Très très rapide, mais c'est bien qu'ils soient en mesure de comme ça, de proposer un peu une entrée propre, techniquement dans le ton.
c'est en faisant ce genre d'entrée qu'il pourra jouer plus. Alors, c'est que le début, mais c'est bien. Ça fait plaisir de le voir comme ça, techniquement au niveau. Et je pense qu'à un moment, il est pas si loin que ça de marquer. Il a un petit truc qui passe pas dans la surface, mais sinon, il aurait pu marquer, donc on lui souhaite. Kondogbia, ouais, qui a eu un geste absolument déplacé sur lui, où vraiment, enfin, c'est bon, il y a 3-0, reste dans ta surface, tente de sauver ta dignité et calme-toi, mon ami. C'est pas grave, hein. T'en verras d'autres, surtout vu ton âge, t'en as déjà vu d'autres même. Bon, sur l'attaque, Mathieu, Blaise, Daryl, sur les joueurs offensifs, qui est... Bah tiens Mathieu, on t'a presque pas entendu. De qui veux-tu parler, Matt ou de personne? Je remettais le son. Y a pas de souci. Non, c'est normal de parler de Dembélé sans doute pour la partie offensive, Vas-y, puisque on t'écoute. ça, puisque voilà, son repositionnement, ça avait été la décision technique de Luis Enrique sur la rencontre. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Ce qu'il fait de bien et ce qu'il a fait plusieurs fois durant le match, je trouve, c'est les ouvertures vers Barcola en profondeur. Trouver la passe entre le central et le latéral pour Barcola qui attaque l'espace. Ce que tu vois pas si souvent que ça avec d'autres joueurs dans cette position numéro 9. Asensio a pu le faire sur certaines rencontres, mais, mais c'est pas arrivé si souvent que ça. Et Dembélé a une plus grande facilité pour trouver cette passe-là depuis la position axiale. Donc, ce qui rapproche encore plus le PSG du but adverse. Évidemment, c'est un peu à double tranchant le positionnement axial de Dembélé parce que s'il n'est pas dans un très bon jour sur le plan technique ou sur le plan de l'inspiration, bah, ça peut être une machine à perdre des ballons et donc c'est en général plus dangereux quand tu les perds dans l'axe du terrain que sur le côté. Ça donne plus de possibilités à l'adversaire de partir en compte, mais ça n'a pas du tout été le cas sur le match d'hier. Les quelques pertes de balles qu'il y a eu, qui ne sont pas du tout spécifiquement liées à Dembélé d'ailleurs, ont été bien compensées par un bon pressing à la perte et par une ligne de défense qui suivait haut les actions, par des milieux qui étaient réactifs à la perte du ballon. Donc même cet aspect-là qui aurait pu poser question n'a pas posé de problème sur le match d'hier. Donc globalement, il y a un match très positif. Je fermerai les yeux sur le raté, même si ça gratte un peu. Mais voilà, en dehors de ça, oui, un bon match de Dembélé. Tiens, Je pense, de toute façon, la position numéro 9, je pense qu'il va falloir la faire tourner, en fait. ouais. Faut pas imaginer qu'un joueur va s'imposer, du moins à l'absence de Ramos, on verra quand il reviendra. De quel mois, le 25 de quel mois il reviendra. Mais je pense qu'il faut pas trop s'habituer à avoir un joueur vraiment en pointe et essayer de tourner en fonction des matchs entre Lee, Asensio, Dembélé et Colomani. Bon, là, c'est pas un peu compliqué après, après ce qui s'est pris au niveau confiance, je pense, hier. Mais voilà, c'est essayer de surprendre un peu l'adversaire, de pas s'enfermer dans une option. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucune des trois options qui soit vraiment complètement satisfaisante jusqu'au bout et qui soit convaincante pour dire voilà, c'est notre solution et on va le faire jusqu'à la fin de saison. Ça va, ouais, je pense que ça doit tourner en fonction des scénarios et aussi un peu des états de forme. Ouais, des blessures, tout ça. Mais Mm. tiens, tu as reparlé du raté d'Ousmane, effectivement. Est-ce que tu penses que le fait qu'il joue dans un rôle plus axial peut l'aider à être comme ça? Bon, là, évidemment, je te demande ça alors qu'il a raté un truc pas possible. Le fait qu'il ait moins à couvrir de distance pour aller au but, est-ce que ça peut pas l'aider, à ton avis, à être un peu plus doué? En fait, je demande ça parce que la meilleure saison statistique d'Ousmane Dembélé, c'est quand il est jeune, c'est à Dortmund, enfin à Rennes puis à Dortmund, où il joue à ce moment-là dans un rôle plus axial en fait. C'est ensuite qu'il a vraiment commencé à longer la ligne. Donc c'est pour ça que je me demande est-ce qu'on le remet pas, ils le remettent pas un peu dans l'axe pour le faire jouer comme ça. Quoique je vois en Liga, il a fait une Mm. saison à presque 10 buts et il jouait pas dans l'axe. Bref, vas-y, je t'écoute. Ouais, non, moi je sais pas, je voyais peut-être les choses un petit peu différemment dans le sens où si tu mets pas sur le côté, ben il va peut-être moins forcer le fait de repiquer dans l'axe et taper un peu comme un sourd et en fermant les yeux. Il a pu le faire depuis le début de saison, hein, spécialement
on a l'impression qu'il s'était mis un peu une pression pour augmenter ses stats. Donc, quand il est dans l'axe du terrain, a priori, il a moins cette tentation-là. Il peut peut-être un peu plus faire jouer les autres et moins forcer la décision. Ça peut être une des conséquences, mais là, c'est vraiment très théorique, hein. Je ne mettrai pas ma main au feu que ça se passera comme ça. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, dans le jeu, c'était bien. Et il faut quand même le souligner parce que c'est vrai que certains matchs, il y a beaucoup plus de déchets à ce niveau-là. Daryl, Blaise, vous voulez rajouter quelque chose sur le match d'Ousmane où on parle de Barcola, de Lee, d'Asensio, de Désiré Doué parce qu'on va pas t'oublier Désiré. De qui voulez-vous parler? Tiens, Daryl, on t'a pas entendu depuis un certain temps. Bah, on peut parler de Barcola? Mais je t'en prie. Tout à l'heure, une personne sur live me Ouais. disait deux bonnes actions, le but et la passe vers Nuno Mendes, mais j'ai détesté son match. Tu es aussi radical? Ouais. Non, je suis pas aussi radical. J'ai pas apprécié son match. Je pense que il a pas, j'ai pas le souvenir d'un duel passé en 1 contre 1 face à Murillo. Mais je trouve quand même sa prestation pas du tout inintéressante. Déjà, bah, il a marqué, ce qui n'est jamais négligeable. Et puis oui, il y a cette passe aussi pour Dembélé. Et donc, je trouve que sa prestation est à lire un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que il a eu des difficultés offensivement à faire les différences en 1 contre 1 qu'il a l'habitude de faire, mais il a su quand même avoir un véritable impact sur la rencontre. Et je trouve ça plutôt positif parce que aujourd'hui, bah, c'est le meilleur buteur du club et même du championnat. Et être en mesure d'exister comme ça et d'être décisif même dans des matchs où il est moins bien, c'est une transformation qu'il a besoin, à mon avis, d'effectuer pour pouvoir monter encore plus haut. Et voilà, un peu en quelque sorte, entre guillemets, sauver ses matchs par des buts, même si là, sa rencontre est loin d'être catastrophique, hein. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt positif qu'il ait été en mesure malgré ses difficultés, d'avoir un vrai rôle sur le score de la rencontre. Ouais. Donc, ouais, vas-y. Comment tu interprètes le fait qu'il ait eu autant de mal face à Murillo? Je sais pas, est-ce que c'est un jour sans je, je sais pas trop interpréter ça. J'ai pas l'impression que ce soit des. Enfin, c'est pas le niveau de l'adversaire, à mon sens, en tout cas, qui m'a fait atteindre je sais pas, un plafond ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'était tout simplement un jour sans et que bah, c'est un peu la vie d'un ailier de toute façon. Il y a des matchs où tu vas manquer un peu de réussite dans tes 1 contre 1 et d'autres où tu marchais sur l'eau et martyriser ton adversaire. Et je pense que là, voilà, c'était un jour un peu sans et sans grande inspiration au niveau individuel, quoi. Tiens, on me dit sur live, ça fait plusieurs matchs qu'il a du mal à passer en 1 contre 1. Alors, je vous rappelle qu'il y a 2 matchs, c'était PSG Strasbourg qu'il a fait Oui. exploser quoi. Et PSG PSV, il est beaucoup passé en bon début de match, c'est vrai qu'après il est plus passé. Et on me dit, il y a la théorie sur les ailiers avec de longues jambes. Et je veux bien qu'on me l'explique, je sais pas, je me demande si c'est pas le truc que Dan Perez, où tu connais toi? Ah, non, c'est la théorie sur les ailiers avec les longues jambes. Ah, je Ah là, sais pas non, ce que c'est. Je sais pas si Blaise. Oh, Blaise, je vois bien connaître un truc comme ça. Ça te dit quelque chose ou pas? Ah, franchement, là, j'avoue que j'essaie de chercher en même temps, je sais pas du tout. D'accord. Bon, bah, Djibril sur le live, on t'attend, mon grand. Explique-nous, parce que Mathieu, je suis à peu près certain qu'il connaît pas ce genre de choses. Mathieu, il est sur les milieux de terrain de moins d'un mètre C'est quoi 70. ça? Ça C'est doit son être un truc théorème. comme quoi on va dire qu'il y a un peu beaucoup de réussite dans les enchaînements de dribbles et que on va dire que le déchet il est normal. Je sais pas, j'avoue, je sais pas ce que ça peut être. Je suis curieux de connaître en tout cas. Ouais. On nous dit peut-être par rapport aux appuis au centre de gravité. C'est possible. C'est vrai qu'en début de saison, on a loué son intelligence. Là, en ce moment, il force peut-être un peu les dribbles. Bon, ça... Après, moi j'ai une, Vas-y, moi je vas-y. pense que
j'ai un petit peu un avis quand même sur parfois les prestations qu'il peut faire et surtout sur les adversaires qui vont le déranger. Je trouve que c'est un joueur qui, de par son jeu déjà, il est souvent au contact, puisqu'il va provoquer et spécifiquement parfois par les moments des matchs, en fait, il va vraiment avoir ce rôle unique de semer la zizanie tout seul, généralement sur son couloir. Et c'est un joueur, en fait, dès la prise de balle, en fait, le joueur, il est assez proche. Et en plus, avec des caractéristiques physiques qui sont supérieures peut-être aux siennes actuellement, même si c'est un joueur, Barcola, je trouve qu'il y a un joueur qui a beaucoup évolué physiquement. Je trouve qu'il a souvent un peu des difficultés à se défaire de la suragressivité parfois des adversaires. Je pense que on va dire, son avènement un peu dans l'équipe et l'opposition contre la Real Sociedad au Parc, avec le défi qu'Amari Traoré lui avait fait, c'était aussi un petit peu ce genre de match, en plus où il marque, où généralement il a un peu des difficultés comme ça à se sortir des premiers duels assez physiques. Et là, on a vu que même s'il avait par moment un petit peu la possibilité dans le sens du jeu, l'agressivité, le gabarit de Murillo quand il essayait de le déborder faisait qu'il n'arrivait pas à prendre la vitesse nécessaire. Donc, je pense que c'est plus dû au profil parfois d'adversaires qu'il a un peu de mal à appréhender. Et surtout là, je pense qu'au-delà de la progression qu'il va connaître face au but ou même la progression naturelle dans beaucoup d'aspects de son jeu, je pense que la variété qu'il doit apporter, c'est face à ce type de profil parce que Barcola, il a des dribbles caractéristiques, comme on dit en NBA, il a des signatures moves et ça, je pense qu'on lui enlèvera pas. Mais peut-être que face à ce type de défenseur au gabarit plus développé athlétiquement et surtout avec une agressivité soit il est encore dos au jeu ou vraiment dès ses premières touches de balle quand il se met dans le sens du jeu, il a encore un petit peu du mal à se défaire de leur marquage. C'est possible. Alors, on m'a envoyé la thèse des ailiers aux longues jambes qui est développée par un twitto dont je ne saurais même pas Nacho. Bref, peu importe, je connais pas. Il dit, enfin, c'est un truc qu'il a développé par rapport notamment à Raphaël Leao, qui lui aussi est un ailier avec des grandes jambes. C'est en gros, c'est que ces ailiers-là auraient beaucoup de mal à faire des différences de manière constante. Alors visiblement une histoire de profil en gros, quand ça passe avec des grandes foulées c'est dévastateur, mais ils ont plus de mal à varier leur façon de dribbler. Voilà. C'est ça un peu la thèse des ailiers aux longues jambes. Donc, peut-être que Ouais, c'est ça. Ouais, je suis pas très convaincu, on va dire. Je pense non, moi non que plus. Mais bon, je me doutais que ça allait être ça, mais bon, non plus pas trop convaincu, hein. voilà. Ok. Sur Barcola, on a un peu fait le tour. Vous voulez évoquer vite fait le match de Lee côté droit où il y a pas grand chose. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire, hein, honnêtement. Pareil, on a même pas parlé de Hakimi qui a fait un bon match, mais que ce soit Lee ou Hakimi, ils ont fait un peu les mêmes matchs que d'habitude. Euh, Philo, quand même, oui, Hakimi, juste un truc, c'est pas une analyse du match, mais quelque chose d'assez prometteur. Et est-ce que c'est dû aussi à ce qu'on disait sur la disponibilité de Dembélé? Mais pour le coup, je trouve que la position de Dembélé, elle a permis aux joueurs, on va dire, forts, même si pardon, Barcola qui rate son match, et donc là, pour Hakimi, d'exister malgré, on va dire, le la déconstruction de certaines choses qui ont fonctionné. Donc, je trouve que ça reste intéressant d'avoir un Hakimi qui arrive à s'affranchir de son coéquipier favori et d'arriver à exister malgré tout, même si Dembélé a su le trouver beaucoup de fois. oui, non, mais t'as raison, effectivement, le fait qu'il arrive à proposer en étant, bon, pas tout seul, hein, mais peut-être dans un cadre plus collectif que juste Ousmane, quoi. Et ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bah écoutez, on va parler de Désiré Doué. Désiré, tu vas le marquer ton premier but avec le PG. Mais alors, s'il te plaît, arrête de forcer comme ça. Ça, je sais pas si ça vous a rappelé l'entrée contre Montpellier là en début de saison où il avait Ah, allumé, si, complètement. il avait allumé comme un goret pendant 20 minutes. Voilà, il a fait pareil. En fait, c'est dommage, c'est que d'un côté, je trouve qu'il était sur la bonne voie et un côté retour en arrière. Après,
le score est de 3-0. Il a le droit de s'amuser quelque part. Les autres n'ont pas été beaucoup plus sérieux. Hein. Faut pas faire. Bon, voilà. Mais quand il est comme ça à faire le forceur, je suis là, genre, arrête, reprends-toi, calme-toi. Et d'ailleurs, à un moment, il se fait engueuler par Luis Enrique. Et juste après, bam, il fait une bonne action, centre en retrait pour Asensio, qui est pas loin de marquer d'ailleurs. Et j'ai envie de dire à Désiré Doué, tu as 19 ans, tu veux prouver des choses, c'est très bien. Joue pour les autres, et les buts, tout viendra à toi. Mais alors, quand il fait ses entrées là, c'est terrible ce que je veux dire, mais vous vous rappelez les matchs de Neymar quand il revient de blessure où il force tout, où c'est catastrophique parce que bah le mec il sait qu'il peut faire ça, mais il y arrive pas encore. Et bah là, quand Désiré Doué nous fait ces entrées-là, je revois totalement le Neymar qui revient de blessure. Et c'était pas les meilleurs Après, matchs bon. de Neymar. Oui, pardon Ouais, Darry. après, bon, Doué, il fait ça dans des matchs où on gagne, où on mène 5-0 et C'est 3-0, vrai. quoi. Non mais t'as raison. Non mais tu vois, je l'avais enfin j'en rigole. Hein. D'ailleurs, je en veux pas. Et je pense que ses coéquipiers lui en voulaient beaucoup plus que moi. Et au pire, c'est auprès de son entraîneur hein, qui va se justifier surtout. Mais il le fait effectivement dans des matchs où le score est déjà joué. Et voilà. Mais je suis pas sûr qu'il marque beaucoup de points auprès de son entraîneur en faisant ce genre d'entrée de un peu de kamikaze. Donc voilà. Mais quand je l'ai vu commencer à frapper tout le temps, faire des passements de jambes et tout, je fais oh là 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 là, toi t'es parti pour une grande soirée encore. Bah ça a pas loupé. Et bon, c'est pas grave, c'est plus marrant. La photo, je sais pas ce que Kimi est en train de lui dire, mais c'était pendant le fameux PSG Montpellier, probablement en train de lui dire arrête de tirer dès que t'as la balle. Voilà. Mais bon, Désiré Doué, tu vas marquer, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, j'espérais le voir titulaire côté droit pour le match, et j'espère aussi le voir titulaire contre Lens samedi prochain, parce que je trouve qu'il monte en puissance et que c'est un joueur dont on pourrait rapidement avoir besoin. Qui est capable de jouer des deux côtés, qui a des qualités et tout. Voilà. Donc, on nous dit qui est le Désiré Doué 2024-2025, un jeune qui marche bien en Ligue 1. Oh bah, à Monaco, il y a d'autres candidats, hein, que ce soit Ben Seguir, Akliouche ou autre, il y a des joueurs. Donc, samedi, c'est à 17h, je crois que c'était à 21h. Moi, ça m'arrange pas, ça. Oui, à Cliouche, forcément. Je sais pas, Blaise, Daryl, si vous voyez d'autres jeunes en Ligue 1 comme ça. Ah, moi, c'était clairement Akliouche, Ben Seguir. Hmm. Bon, qui ne sont pas non Kuzanov. plus des inconnus. Ouais, non, non, c'est vrai. Cherki aussi, qui est revenu sur des bases incroyables. Euh, Fofana, j'imagine, doit être celui de Reims, qui a pas fait un bon match ce week-end, d'ailleurs, visiblement. Non, je pense que là, c'est. Actuellement, en tout cas, si on parle d'un Fofana, ce serait Malik Fofana à Lyon. Ah oui, Celui pardon, de Lyon, ouais. De Lyon, Oui, oui, oui. oui, oui, Conseiller en excusez-moi. offensif, ouais. Ouais. Oui, non, non. Mais en fait, comme on parlait de jeunes français, Fofana, il est belge. Bon, après, Ben Seguir, Ben Seguir, il est né en France, donc voilà. Oui, oui, effectivement. Le jeune de Ligue 1, non? Ah oui, je disais Français. jeune français, mais en fait, quand on m'a parlé de Désiré Doué, je pensais à un français, c'est pour ça. Voilà. Moi, il y a Boadi aussi, le Lillois, j'observe, hein, je regarde. Ah oui, très bien. Et on me dit Greenwood aussi. Et oui, je sais que Ben Seguir est international marocain, mais c'est un vrai binational français, Ben Seguir. Il a été formé en France. Je pense d'ailleurs qu'il est né en France. Je crois qu'il est né dans le sud de la France. Il est né à Gassin. Donc, là, je fais semblant que je sais où est Gassin. C'est un bled paumé. Je sais même pas où c'est. Mais c'est un nom de bled du sud de la France. Bon, voilà où on en est sur les jeunes. C'est vrai qu'il n'y a pas eu une explosion comme ça. Il y a Mayelou, mais Mayelou joue pas non plus énormément. Hein. On va voir. Car visiblement, Boadi est aussi surveillé par la Fédé marocaine. Non, il y a. Il y en a un à Nice aussi qui commençait. Buonani qui joue un peu de plus en plus à Nice de mémoire. Mais bon, Ouais, mais depuis la saison dernière, ouais, il a un peu de temps de jeu quand même, voilà. assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une explosion, un joueur comme ça. Il y a des très très bons jeunes en Ligue Il 1. n'y a pas de Ribéry 2005. Hein. Ah ça, quand il est arrivé, ça a explosé. Hein. Ça a fait tout drôle. Ouais. Bon, on va voir. Est-ce qu'on a fait le tour sur OM PSG
de ce Euh, dimanche, oui, bah, non? juste, Vas-y. juste Philo pour sur Désiré Doué, parce que ce que tu en as dit, je partage totalement. Et moi, j'avais peut-être en fait, une inconnue et surtout une surprise par rapport à ce que je voyais du joueur et j'imaginais de son développement. Et tu l'as dit notamment dans tes attentes quand tu le voyais démarrer. En fait, moi, j'aime pas du tout à gauche. Et c'est une surprise pour moi parce que déjà, et je le mets souvent en avant quand il y a des joueurs qui arrivent à le faire, un joueur qui joue sur son bon pied, donc un droitier qui joue à droite et un gaucher qui joue à gauche, ça devient quelque chose de rare. Et je pense que lui, bah, parce qu'il arrive à montrer dans une équipe où le jeu il est beaucoup plus technique, beaucoup plus, on va dire, travaillé de la part de son équipe, je trouve que le côté gauche qu'il met dans ce côté un petit peu soliste assez facilement et de manière assez caricaturale lui rend pas service. Et vraiment à droite, c'est un joueur que je redécouvre, hein, parce que c'est un joueur qu'on a quand même assez vu depuis que, enfin pour ceux qui suivent la Ligue 1 quotidiennement, c'est un joueur qu'on connaît bien. Mais là à droite, j'arrive à le redécouvrir. Et tout à l'heure, tu as parlé de la petite engueulade de Luis Enrique. Moi, si j'avais un conseil, c'est pour les joueurs comme lui, et on voit peut-être avec Mayulu, avec d'autres à venir peut-être, ces joueurs-là, je pense qu'ils ont un intérêt au moins à écouter un petit peu le staff quand ils leur parlent. Ouais. Mais moi, je te rejoins sur le fait que je l'aime pas trop à gauche. Je commence à l'apprécier à droite, mais ça va venir, ça va infuser. En fait, on est un peu déformé, c'est que l'an dernier, les recrues, Ugarte a très bien commencé, puis après il s'est perdu. Les recrues, ça peut mettre plus ou moins de temps à se mettre dans le moule et tout ça. Luis Enrique, c'est pas forcément facile d'intégrer le PSG. Désiré Doué, il est passé de Julien Stéphan, Santa Maria et tout ça à Rennes au PSG où on lui donne des bouts de match, on lui dit de jouer ci, de jouer ça, beaucoup de pression, obligation de résultat. Bon, je veux pas être méchant, mais c'est pas trop des trucs Rennes, l'obligation de résultat. Bon, le mec, il a gagné 3 matchs, ils l'ont prolongé 3 ans, quoi. Bon, c'est vrai, je suis désolé. Euh, Et là, je même, pense. et même ce que tu dis sur, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie, c'est pas très Non, grave. j'allais dire même ce que tu dis sur l'intégration des joueurs qui arrivent à intégrer une équipe qui a des principes, qui veut jouer d'une certaine manière. Dans bien des clubs européens qui ont un niveau auquel on peut prétendre, il y a ce phénomène un peu d'intégration avec parcimonie, avec généralement, peut-être même parfois, généralement, enfin, ça a pu arriver, pardon, une première année où il y a très peu de temps de jeu. Donc non, moi je suis pas, je pense que moi aussi, je suis plutôt optimiste vu ce qu'il arrive aussi à proposer à un poste auquel on l'attendait pas et je trouve son intégration aussi dans le fait qu'il fait partie des entrants aujourd'hui alors qu'il a pas toujours été celui qui a été une solution pour entrer. Donc non, je trouve ça plutôt bien et ça rehausse aussi. Et le coach en avait parlé en fait l'intégration de Joao Neves. Qui a visiblement, en tout cas pour le staff, très vite compris ce qui était attendu. Ouais, l'exception, c'est plus Joao Neves que Désiré Doué. Ça, c'est un peu ce que je voulais dire. Joao Neves, il est arrivé. Bon, déjà, il vient d'un club plus forte pression, grosse attente. Benfica, bon, c'est pas n'importe quel club, hein, faut quand même. Je pense qu'on fait la liste des 15 plus gros clubs au monde, il est dedans, Benfica, hein. Faut quand même avoir bien conscience de ce que c'est. Et Doué, il arrive du Stade Rennais, bon, c'est pas tout à fait la même histoire, donc faut lui laisser le temps. On me dit, il va finir en prêt dans 2 ans. Je suis pas certain, non. Vu le potentiel technique, physique, s'il écoute, qu'il garde cet état d'esprit, je pense que c'est un joueur qui peut rester au PSG un long moment et avoir un vrai rôle. Après, faudra voir la relation avec l'entraîneur, tout ça. Mais oui, c'est clairement un projet long terme, ou au moins moyen terme. C'est pour ça. Attendez, il a été titulaire 2 fois, Doué. Reims, Arsenal, et c'est tout. Bon, on va pas non plus le. Et en plus, il est arrivé tardivement. Il est arrivé fin août. Ça fait 2 mois en gros qu'il joue chez nous. 2 mois et une semaine. C'est rien du tout. Il a signé 5 ans. Donc, faut lui laisser le temps. C'est bon. Il n'était pas suivi par des très gros clubs par hasard. Donc, ça va venir, ça va venir. Pour Luis Enrique, est-ce que c'est un ailier? En tout cas, c'est plus un attaquant qu'un milieu. Ça, c'est sûr. On voit où il a joué. Oui, Daryl?
Ouais, j'allais dire exactement ça, parce que en conférence de presse, là, il avait interrogé sur ces milieux et il avait parlé de 5 milieux, en incluant donc les 4 habituels plus Mayulu. Et donc il avait exclu de fait Doué, Lee et Asensio, qui peuvent être des joueurs évoluant en milieu. Il les avait exclus de fait de sa liste de milieux, en tout cas à l'heure actuelle. Donc moi, en tout cas pour l'instant, il n'est pas vu comme un milieu. Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Il est pas vu comme un milieu. C'est peut-être que c'est une erreur, mais à cet instant, il est vu comme un ailier. Donc Oui, c'est pas pas un mec figé. qui voilà, pas un ailier qui longe la ligne forcément. Regardez Arsenal, la façon dont il joue, il est demi-espace et on lui demande de fixer. Reims, pareil, il joue un rôle un peu axial, puis à gauche, tout ça. Donc bon. Après, on me le compare à Kliouche. À Kliouche, n'oubliez pas un truc, hein. Au même âge que Doué, je suis même pas sûr qu'il était sur les bancs de touche de Monaco en Ligue 1. Faut pas, voilà, Akliouche, il est né en 2002. Hein. C'est, ça fait une énorme différence. Hein. 2002, c'est l'âge de joueurs comme Kalimundo, comme Pembele, comme Kwasi. C'est ça qu'a de génération 2002. Donc, faut lui laisser le temps. Ah tiens, Moscardo qui joue par Reims. Moscardo est prêt à jouer. Ça y est, ce week-end il était sur le banc. Mais le problème c'est que Moscardo c'est un 6 plutôt défensif. Et que les 2 derniers matchs où il était sur le banc de touche, Reims s'est retrouvé mené au score. Donc ils n'avaient pas trop de raison de le faire rentrer. Ouais. Barcola est un 2002 aussi, effectivement, très juste. On peut pas comparer Doué à Barcola, par exemple. Et Barcola a mis du temps à éclore. Hein, donc, bon. Voilà. Globalement, je suis pas du tout inquiet pour Doué. Que ce soit Doué, Neves, Pacho, bon, Zafonov, c'est un cas un peu particulier parce qu'il joue un poste où ça va être dur de le juger tant que Donnarumma est pas blessé. Puis lui aussi, il a le droit de s'adapter. Les joueurs recrutés ont été sur des profils quand même très qualitatifs et beaucoup moins quantitatifs que l'année d'avant. Donc voilà. Est-ce que Randall Colomani c'est fini? Ça sent pas très bon sur Et il le. ressemble, hein. Bon, c'est 0 minute hier, c'est terrible. Vraiment, quand j'ai Ouais, entendu. messieurs, Oui, vas-y, Blaise, j'aimerais pardon. demander, j'aimerais demander si ça a commencé. Parce que déjà, le point de départ peut-être de l'histoire, il est là. Hmm. Non, mais tu poses une bonne question parce que. Bah, quand il a marqué 2 buts d'affilée, on a cru. Hein, c'était quoi, en août-septembre, quelque chose comme ça? En Ah septembre oui. 2023. Septembre. Non, non, cette année, il a raison. Il Ah, marque cette année, au ah oui. Havre, il marque à Lille, parce qu'on gagne 3-1 et il met un but. Mais sur le Oui, centre de Douai. enfin, ouais, après, c'est un penalty. Oui, mais ça compte. Non, mais Oui, bien je sûr, ça suis compte, mais c'est pas d'accord. ça qui va. Mais il marque pas contre On va pas dire Montpellier? que le mec est lancé parce qu'il a Non, mis un contre penalty. Montpellier, non, non, il marque pas Non, contre non. Montpellier, mais il marque face à Lille sur un centre de Douai, je crois. Ouais. Et après, ouais, c'est vrai que là, quand tu as une décision et des choix qui sont sans équivoque de la part de l'entraîneur, tu te demandes à quoi ça sert de continuer et autant arrêter les frais. Hein. Je pense que ça doit être une priorité en janvier de trouver un point de chute. Donc, Moussa Sissoko, fais parler ta magie. Alors, le problème, c'est que c'est pas Georges Mendes. Hein. Parce que sinon, je peux vous dire qu'on pouvait déjà commencer à chercher une maison pour lui à Wolverhampton. Mais là, en fait, je vois pas trop où il va pouvoir aller, quoi. À moins Bah, qu'il y ait. ça va Mais être là, un c'est trait, non? juste que c'est un joueur que Enfin, c'est pas. l'entraîneur veut pas utiliser, en fait. Ouais. C'est une place qui sert à rien, en fait, dans l'effectif. Mm. Et en plus, c'est dans une ligne où t'aurais vraiment besoin de renfort. Donc, si son départ peut permettre de faire une arrivée en janvier qui pourrait, pour le coup, faire basculer le PSG enfin, qui pourrait vraiment élever le plafond de cette équipe, faut pas hésiter. Hein. Après, évidemment, ça dépend des offres que tu peux recevoir, ça dépend aussi des possibilités que tu as de recrutement, comme toujours. On a vu que cet été, il y en avait ni dans un cas, enfin, ni pour une option, ni pour l'autre. Donc, ça dépendra, mais si si t'as le moyen, si t'as la possibilité, faut pas hésiter, évidemment. J'aurais même tendance à penser qu'il faut même forcer un peu la situation, c'est-à-dire que Ah bah, faut le l'entraîneur forcer. force. Je peux te dire que l'entraîneur est en train de forcer. Hein. Il fait pas semblant. Hein. Mais bon,
faut trouver le club, tu vois. Bah oui, ça va être quand même le plus dur. Hein. Et puis, au-delà de trouver le club, il y a aussi les modalités de départ. Hein. Comment tu fais là? C'est un prêt, Ouais, mais une dans vente tous les cas, à perte? dans tous les cas, tu perds de l'argent sur Colomani, je pense. Donc, à part si tu te le Oui, trimbales tous mais les ans jusqu'à la fin de son contrat, mais même dans ce cas, bah, t'as comme les comme ça, tu amortissements perds. ouais, S'il joue pas, voilà. ouais. Mais Donc, après, c'est la autant question prendre de ta combien perte, tu hein, perds. tant pis. Ouais. Autant prendre ta perte, tant pis, bah, t'investis sur son départ. C'est un peu ça. Hein. C'est pas très très joyeux comme fin. Mais un joueur. Après, tu peux toujours avoir un truc, genre, je sais pas, je vous dis, un mec du Bayern se pète en attaque, ils ont besoin d'un attaquant, il est référent sur Bundesliga, ils vont le chercher, ils le font briller, hop, ça repart en Angleterre. Ça peut aller vite le foot. Hein. Bon, après je dis ça, ils sont venus chercher Mukiele, il est au fond du banc, il joue pas beaucoup. Voilà. On me dit on le transfère au Qatar dans le club de Verratti. Je suis pas sûr que Colomani ira n'importe où non plus. Hein. Donc, mais c'est vrai que c'est Mais, terrible, mais c'est que oui, pardon. non, je disais, mais moi aussi, je pense que déjà lui trouver un contexte sera assez difficile, mais je pense qu'il aura quand même des offres parce que j'ai l'impression, et parfois ça peut jouer en sa faveur pour un joueur qui a besoin de se relancer, que c'est absolument pas un problème visiblement dans un groupe. Je pense que, et même là, classique oblige, j'ai plus fait attention aux réactions d'après-match et autres, et j'ai l'impression en tous les cas qu'il c'est quelqu'un d'assez positif pour un groupe qui joue pas, même si peut-être il devrait avoir un plus grand esprit de révolte. Mais je pense que déjà c'est une chose positive et que ça pourrait jouer en sa faveur pour aller rejoindre, parce que j'envisage pas qu'un club mette de l'argent immédiatement, un projet que ce soit d'Europa League ou peut-être même une équipe qui a réussi à se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions pour faire partie de la rotation et peut-être entrer en jeu et prendre de l'importance. Ouais, ouais, ça fait je trouve qu'il y a beaucoup de d'éléments pour que ça tombe du bon côté de la pièce en fait. Bon. Je comprends pas trop comment ça peut se finir en fait avec une. Je vois pas comment les deux parties à la fin du mercato d'hiver peuvent être heureuses. Genre lui qui trouve un bon club, nous qui trouvons un bon deal. Je pense qu'il y en a un des deux qui va faire des concessions, devoir faire des grosses concessions. Euh, que ce soit le PSG qui se retrouve avec à accepter un truc où on paye 70% du salaire, soit lui qui se retrouve dans un club un peu flingué parce que bah, c'est les seuls qui ils veulent bien payer ou ce genre de choses. Quoi. Et oui, il nous reste une fortune à amortir. Bah, en considérant, allez, Ah oui. on va considérer qu'on a payé que 80. Parce que bon, on va dire qu'il n'y a pas les bonus, machin chose. Même si à mon avis, on est plus proche des 85. 85, on est à 16 millions par an. À la moitié de l'année, on aura donc amorti 24 sur 80. Ça fait, il restera 56 millions. Et j'ai compté gentiment quand j'ai dit qu'ils ont 80. À mon avis, on a plutôt payé 90 Colomboigny. Donc vous enlevez 90 divisé par 5, on a amorti, à la moitié de l'année, on aura amorti 27, puisque ça fait 18 par an. Donc il nous restera 63 millions à amortir. On rentrera jamais dans nos frais. C'est une perte, Colomboigny, c'est sûr et certain. Mais bon, maintenant, bah écoutez, on s'est trompé, faut assumer, hein, faut vivre avec, faut lui trouver une solution. Soit il se relance, soit merci, au revoir, monsieur. Et c'est vrai qu'il est titulaire en équipe de France. Mais il a fait un euro très respectable. On n'a pas eu la moindre offre pour autant. Hein. Donc les clubs savent aussi que le contexte du PSG peut être compliqué, mais il dit des choses quand même. Voilà. Et il a 25 ans, il a peut-être même 26, puisqu'il est 198 et qu'on est quand même en fin d'année. Après, peut-être qu'il est de la fin de l'année lui aussi, mais je crois qu'il. Je sais même pas quel âge il a ce pauvre Randall. On va ça va. Ouais, 20, ah non, 25 ans, il est de décembre 98. Bon, c'est bien, au moins il est moins vieux que ce que je pensais. Mais c'est compliqué. Oui, Nasser s'est trompé, mais tout le club s'est trompé cet été. Et ils ont pas assez poussé pour le mettre à la porte non plus s'ils croyaient pas en lui. C'est sûr que c'est un recrutement qui a été initié par le président et qui, bon, peut-être qu'il devrait plus présider et moins recruter. Mais bon, ça c'est autre chose. Blaise, Daryl, Mathieu, est-ce qu'on a fait le tour pour le PSG, l'OM PSG?
pour cette semaine. Ou alors est-ce que Mathieu veut se lancer dans un grand débat Ballon d'Or? Mérité, pas mérité? Qu'est-ce que le mérite? Bref, visiblement, on a fait le tour. On me dit il peut facilement se relancer en Allemagne. Oui, mais il faut qu'un club allemand puisse payer. Et ça, c'est une autre affaire. C'est ça, le souci, c'est son salaire. Oui, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Non, pas spécialement. D'accord. Écoutez, eh bien, pour une fois, on a fait moins de 2 heures parce que Monsieur Le Texier nous a privé de faire un podcast de 30 heures. Non, non, Nuno n'est pas blessé, il était juste malade. C'est pour ça qu'il est sorti. Voilà. On vous dit à lundi prochain. On sera à la veille ou à l'avant-veille. Non, à la veille de PSG Atlético. On aura un très intéressant PSG Lens à débriefer. Et puis à très vite. Ah non, j'allais oublier les subbers. Merci à Oral B2, à BBZ 31 600, à EBITDA 1983 et à Jean-Luc Musique, qui est formidable pseudo. On se retrouve donc lundi prochain, parce que je pense qu'on va pas faire de podcast en cours de semaine, parce qu'il n'y a pas trop d'événements qui Sauf dinguerie, Philo. Sauf dinguerie. Ouais. Alors, j'y crois pas cette semaine, bizarrement. À part s'ils nous officialisent une prolongation ou autre. Ah tiens, peut-être. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, on sera là lundi prochain de façon certaine. Sur ce, bonne nuit tout le monde, pardon. Gros bisous et à très vite. Ciao tout le monde. Bonne nuit, bisous. Allez, bisous à tous, bonne nuit et vive l'open source comme toujours.